I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Avec ou sans parure, avec Mehdi Touassi. Auditeurs dans Avec ou sans parure, votre émission de débat d'idées sur Lux Radio. Vous nous écoutez à Essaouira sur le 102.0, à Safi le 100.4. Avec ou sans parure consacre son débat du jour à la compréhension du secteur des hydrocarbures. Un secteur pointé du doigt récemment dans un rapport parlementaire, le fameux rapport Buanou, mais pas seulement. En cause, les marges qu'auraient appliquées et pratiquées les grandes sociétés d'hydrocarbures depuis la libéralisation en 2015. Dossier des hydrocarbures, 2 points, éléments de compréhension. C'est donc l'intitulé de ce débat et voici les invités qui ont accepté d'y participer. Tout d'abord, Omar Balafrej, vous êtes parlementaire de la FGD, membre de la commission des finances au sein du Parlement. Vous avez proposé, je cite, une loi de finances rectificative afin de récupérer les 17 milliards de marge réalisées par les entreprises pétrolières. Omar Balafrej, bonjour. Bonjour, les 17 milliards non éthiques, hein, c'est pas, ils ont réalisé plus que ça, mais les 17 milliards, pour les injecter dans l'éducation, rajouter pour compléter, pour les injecter dans l'éducation. Eh ben on verra, vous nous expliquerez votre démarche et votre proposition durant le débat. Salahdine Nabira, enseignant-chercheur, acteur associatif, vous êtes également le fondateur du cabinet PM Conseil. Salahdine Nabira, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Également dans le tour de table, Mohamed Ben Moussa, économiste, ancien banquier. Vous êtes l'ex-président de l'association professionnelle des sociétés de bourse et ex-vice-président de la commission de la bourse de Casablanca. Acteur politique, vous êtes aussi membre du bureau exécutif du mouvement d'Amir. Mohamed Ben Moussa, bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, ravi de l'invitation et Eid Moubarak Saïd à vos auditeurs. Également dans le tour de table, merci. Et également dans le tour de table, Mehdi Fakir, membre du cercle des économistes du PAM, économiste et analyste financier. Vous êtes consultant auprès du parti Authenticité et Modernité et vous avez été mandaté par votre parti pour participer à ce débat. Vous êtes spécialiste en stratégie et risk management. Vous êtes aussi professeur et maître de conférence. Mehdi Fakir, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, c'est Mehdi, merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie. Enfin, Amine Douiri, responsable communication et études à Inforisque. Vous avez passé l'essentiel de votre carrière dans le domaine du consulting. Vous êtes par ailleurs diplômé en ingénierie financière. Amine Douiri, bonjour et merci d'enrichir notre tour de table. Merci à vous, merci de m'avoir invité. Tout de suite, messieurs, sans plus tarder, l'édito préparé par la rédaction. Et bien sûr, on se retrouve juste après pour vos commentaires. Un peu plus d'un mois après la présentation officielle du fameux rapport Buanou, rapport final sur les prix des hydrocarbures, il n'est pas sûr que toute la clarté nécessaire ait été rendue possible sur ce secteur stratégique de l'économie marocaine. Dans un contexte socio-économique marqué par le boycott, nous l'avons vu depuis quelques semaines déjà, le citoyen se plaint de la cherté de la vie, mais aussi de l'abus de position dominante de certains opérateurs économiques. Dès lors, la question de la régulation des prix des hydrocarbures est capitale et le gouvernement est sommé d'y apporter des réponses urgentes et efficaces. Urgentes et efficaces car depuis la libéralisation des prix des carburants décidée par le gouvernement Ben Kiran, les pétroliers auraient engrangé des milliards de marges supplémentaires, un surcoût payé à la pompe par le citoyen. On parle ainsi de sommes dépassant les 17 milliards de dirhams qui auraient été gagnés de manière non éthique mais tout à fait légale. Nous reviendrons sur cette estimation que beaucoup remettent en doute. Avec nos invités, nous essaierons de comprendre ce qui s'est réellement passé, à qui profite cette hausse des prix, quelle est la part de responsabilité de l'État dans les faits actuels et nous verrons comment nos invités se positionneront sur la proposition de l'élu FGD Omar Balafrej. Pour rappel, le député de gauche propose une taxe supplémentaire sur les sociétés d'hydrocarbures pour récupérer ces fameux 17 milliards. Cette proposition, bien qu'ayant fait beaucoup de bruit, ne semble pas être une piste privilégiée pour l'exécutif qui étudie d'autres options. Nous verrons lesquelles. Nous essaierons aussi de savoir si le dossier des hydrocarbures et l'augmentation des prix sont en relation avec l'affaire de la Samir ou s'agit-il de deux dossiers différents? Tout de suite, place au débat. Avec ou sans parure.
Le débat est ouvert. Et avant de commencer le débat, je rappelle à nos auditeurs qui peuvent aussi poser des questions sur notre application Lux Radio, iOS et Android en main à la fraîche parlementaire de la FGD. Votre premier commentaire par rapport à l'édito d'abord. Oui, non, il est assez complet. Il manque une petite chose. J'ai pas tant, généralement, je parle pas trop de moi pour le dire, mais ça aurait été intéressant de dire qui avait demandé la première mission d'enquête. C'est moi. J'ai demandé il y a plus d'1 an. Elle m'a été refusée par le bureau de la commission des finances pour des raisons de forme, soi-disant parce qu'il fallait 2 membres de la commission des finances à demander. 15 jours après, le PJD l'a demandé, c'est-à-dire il y a quasiment 1 an, mois de juin. Moi, j'avais demandé en mai, ils l'ont demandé en juin. Ensuite, ils ont mis 8 mois avant de commencer à travailler. Ils n'ont pas travaillé tout l'été. Ils ont commencé à travailler qu'en décembre, à travailler pour finaliser un rapport qui vaut ce qu'il vaut. Il y a beaucoup d'éléments. C'est intéressant. Mais la réunion de la commission des finances de présentation du report ne s'est faite que après le démarrage du boycott. Donc je remercie le boycott. C'est le boycott qui a provoqué cette réunion. On a pu débattre. Et alors je suis très content d'être avec les invités que vous avez aujourd'hui, mais c'est dommage qu'il n'y ait pas d'autres parlementaires. Des parlementaires, notamment de la commission des finances, parce qu'on dit le rapport Boineau, pourquoi M. Boineau n'est pas là pour en parler? Ça aurait été intéressant. Alors c'est vrai que vous avez choisi, il y a le match de foot et on est désolé, donc on le suit en direct la deuxième mi-temps. C'est dommage, mais ça aurait été intéressant d'avoir les alors on voix était de censé partis effectivement avoir avec nous des représentants notamment du PJD, malheureusement pour des raisons de calendrier, ils n'ont pas pu s'organiser et puis c'est vrai que pour certains, en tout cas l'information est arrivée, on va dire par rapport au canal un petit peu en retard par rapport à ce que j'aurais souhaité. En tout cas, c'est ce qu'ils nous ont signifié d'une manière assez claire. Donc, il ne s'agit pas d'une politique de la chaise vide, mais tout simplement d'une impossibilité aujourd'hui d'être présent avec nous. Mohamed Ben Moussa, économiste, votre commentaire par rapport à l'édito. Mohamed Ben Moussa. Oui, il est intéressant, il pose quelques questions pertinentes, mais il est très incomplet. Parce que le dossier de la libéralisation des prix des hydrocarbures est en réalité une étape assez récente, mais une étape dans tout un processus. En réalité, c'est un continuum. Et la problématique du secteur des produits pétroliers, de mon point de vue, remonte à il y a de cela 2 décennies, au moment de la privatisation de la Samir. Et lorsque vous analysez ce qui s'est passé dans le dossier de la Samir et dans le dossier de la décompensation des produits pétroliers et de la libéralisation des prix à la pompe, il y a les ingrédients. Vous constatez qu'il y a les mêmes ingrédients, qu'il y a des coïncidences surprenantes en termes d'erreurs, en termes de fautes, en termes de compromission, parfois en termes d'intervenants et de décideurs. Si bien que je crois que les Marocains ne sont pas amnésiques, ils ont la mémoire des dossiers de gouvernance publique, et s'ils jettent un regard rétrospectif sur l'évolution de ces 2 dossiers, ils verraient assez nettement et assez clairement les points de concordance et les points de coïncidence qui nécessitent, me semble-t-il, des investigations hautement plus affinées, hautement plus précises et hautement plus structuré dans un cadre juridique que le rapport intéressant certes, mais très incomplet du député Boineau et de ses collègues. Deuxième point, je voudrais dire aussi que la problématique du secteur pétrolier a été posée certes par la représentation nationale il y a 1 an, mais la problématique a été posée il y a bien avant. Et j'ai souvenir, il y a 2 ans ou 2 ans et demi, je crois en juillet 2015, absolument, ça fait pratiquement 3 ans, eh bien cette problématique de gestion catastrophique du dossier Samir a été posée dans le cadre d'une conférence débat qui a été organisée par les salariés de la Samir et par les principales organisations syndicales. Et dans le cadre de cette intervention, de cette conférence, un certain nombre d'intervenants, dont je faisais partie, avions demandé que une commission parlementaire, mais cette fois-ci d'investigation et de contrôle et d'audit, soit menée pour examiner les responsabilités dans le dossier Samir. Salahdine Abira, enseignant-chercheur, votre commentaire par rapport à l'édito, qu'est-ce qui manque, sur quoi vous êtes d'accord, sur quoi vous n'êtes pas d'accord? En fait, sur l'édito, moi je retiens un élément très important, c'est le mot régulation. Parce que la problématique n'est pas seulement liée aux hydrocarbures, il y a plein d'autres secteurs. On a vu donc, et c'est Moussa a raison de le dire, en fait c'est le cadre juridique qui a régi en fait toute l'évolution de la gestion du dossier, qui a permis ce qu'on est aujourd'hui. Donc au moment de la libération de l'importation, au moment où on a vu les acteurs en termes d'investissement de capacité, on les a pas poussés à investir assez, au moment où on a fragilisé le Samir, au moment où on a vu ce qu'on est aujourd'hui. Mais si on étend de manière plus large, si on voit l'immobilier par exemple,
l'évolution des prix, etc. Donc la captation de rente est encore plus importante si on va à l'agroalimentaire. Donc on a vécu un peu la même chose. Moi je pense que le mot c'est ça, c'est la problématique n'est pas la libéralisation tant que ça, mais la régulation. Donc le fait que le gouvernement n'a pas donc mis de mesures d'accompagnement par rapport à cette situation-là, on se rappelle au moment même où on a commencé à parler des compensations, il était question d'aide directe et de subventions directes qui ont vite été balayées à cause justement si on peut dire des guéguerres politiques et entre les différents partis. Donc chacun ne voulait pas que l'autre s'attribue justement l'avantage de mesures sociales importantes. Et aujourd'hui même, ce qu'on attend du gouvernement, c'est cette régulation donc qui tarde à venir. Donc il y a eu une annonce sur la partie donc contrôle des marges ou limitation des marges, mais j'aimerais bien que ce dossier-là soit le moyen d'attirer l'attention sur d'autres secteurs aussi. Parce que justement, ce qui peine aussi dans le portefeuille des Marocains, il n'y a pas seulement les hydrocarbures, mais l'ensemble d'un certain nombre de produits de consommation, notamment l'habitat, le logement, les écoles, etc. Amine Diouri, responsable communication études à Inforisque. Votre commentaire par rapport à l'édito? Alors moi je me suis arrêté sur un point, c'est la question de marge, de marge non éthique mais légale. Pour moi, l'abus de position dominante et l'entente sur les prix, pour moi c'est illégal. Maintenant, il faut pouvoir aussi répondre à cette question et malheureusement, il n'y a personne pour répondre répondre réellement à cette question. Il aurait fallu qu'il y ait une autorité de la concurrence justement qui soit là pour étudier cette problématique et répondre de maniire précise. Oui, il y a eu une entente sur les prix et c'est illégal. Non, il n'y a pas eu. Et dans ce cas, effectivement, aujourd'hui, c'est l'offre et la demande qui jouent. Et on n'a pas grand-chose à dire. Mais voilà, il faut d'abord commencer par répondre à cette problématique d'entente des prix ou pas. Ensuite, la deuxième chose, c'est que finalement, ce débat, il intervient dans un bon moment parce que on est dans une dynamique de hausse des prix de la matière première qui est le pétrole. On est sur une dynamique haussière. Les phénomènes géopolitiques font que les prix ont tendance à augmenter et vont certainement augmenter de plus en plus. La question qui se pose à un moment donné, c'est est-ce que cette répercussion sur le cours de l'essence peut être infinie et quel est l'impact pour le consommateur final? Madi Fakher, au moment du cercle des économistes du PAM. Alors, l'édito, il a mis le doigt sur le fait générateur de ce débat, qui est bien sûr la publication du rapport. Et comme ça a été déjà dit, c'est un rapport qui a suscité, suscite toujours des interrogations, dans la mesure où ce rapport s'est limité à des constats. Mais il y a quand même 19 recommandations. Après, ça vaut ce que ça vaut, mais bon, absolument. Ça existe. Aujourd'hui, il a principalement mis le doigt sur des constats qui ont été détaillés et relatés, avec des propositions de recommandations, mais sur lesquels, bien sûr, il y a un grand point d'interrogation. Doit-on critiquer le marché? Doit-on critiquer la manière avec laquelle le gouvernement agit d'un point de vue technique? Ou doit-on dire tout simplement que la politique de libéralisation était un fiasco, était un échec? C'est la grande question qui se pose aujourd'hui. Doit-on critiquer le comment ou le pourquoi? La preuve, c'est que récemment, bien sûr, on revient pour parler de plafonnement. Je crois que c'est quelque chose que nous allons débattre, que nous allons discuter ensemble. Mais aujourd'hui, à mon avis, le mérite de ce débat, c'est d'évoquer des éléments. Et bien sûr, je salue la présence d'éminents spécialistes, de soulever des sujets qui sont techniques. Et pour cette raison-là, nous allons tout simplement, bien sûr, interroger et en quelque sorte mettre devant leurs responsabilités les responsables politiques. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un problème lié à une politique qui a été mal guidée ou c'est une politique qui a été mal évaluée et mal conduite? Doit-on toujours attendre l'exception pour poser les bonnes questions, pour demander les bonnes questions au pouvoir public, ou c'est toujours une question de décisions qui ont été prises sans qu'ils puissent être bien réfléchis sur le plan technique? Alors on va essayer aussi dans ce débat de faire des propositions. On va revenir tout à l'heure sur la proposition qui a été faite par la FGD en la personne de Omar Balafresh par rapport donc justement à cette taxe supplémentaire. Mais avant, juste pour résumer et clarifier les termes du débat, Omar Balafresh, parlementaire de la FGD, est-ce qu'on peut, pour résumer, dire que les Marocains aujourd'hui sont en train de payer 4 choses. La décompensation qui a été peut-être mal ficelée parce que le gouvernement n'a pas mis en place les mesures d'accompagnement, l'absence de mesures volontaristes pour sauver la Samir, le Conseil de la concurrence qui n'est pas
qui n'est pas actif, et aussi la quatrième des choses, c'est peut-être des acteurs économiques qui veulent faire de l'argent, ce qui après tout est de leur droit, parce que la question du pouvoir d'achat, c'est d'abord une question d'ordre gouvernemental, c'est-à-dire que c'est le gouvernement qui doit s'en charger. Est-ce qu'on peut dire que ce sont ces 4 facteurs-là, ou ces 4 choses que les Marocains aujourd'hui sont en train de payer de leur argent? Omar Balafrej. Alors peut-être, mais il faut simplifier les choses. La problématique est très simple. Le rapport, il y a 2 pages très intéressantes dans ce rapport. 2 pages, et 2 graphes, même 2 graphes. Sur 80 pages, vous retenez 2. Oui, mais non, beaucoup de choses sont intéressantes. Il y a 2 pages très intéressantes que n'importe qui peut comprendre, qui est, je vais dire, arrivé au niveau bac. Il y a jusqu'à décembre 2015, au 15 décembre 2015, le gouvernement fixait le prix maximum à la pompe, d'accord ? Après décembre 2015, le gouvernement a continué à faire son calcul pour fixer ce prix. Mais il ne l'appliquait plus parce que c'était la libéralisation totale. Donc on a une courbe dans ce rapport qui montre le prix qu'on aurait eu à la pompe si le gouvernement avait continué à fixer le prix maximum. D'accord ? Et en même temps, sur ce graphe, on a le prix réel qui a été contrôlé par le gouvernement, donné officiel. D'accord ? On voit qu'il y a une différence de l'ordre de 1 dirham sur le gasoil de 15 décembre 2015 jusqu'à fin décembre 2017. D'accord ? Ça, c'est très simple. Vous multipliez ça par le nombre de litres consommés, vous ramenez ça au mois d'avril 2018, c'est le calcul que j'ai fait très simple, un niveau bac. Vous tombez sur 17 milliards de dirhams supplémentaires. Alors, je vais rajouter un élément très important qui est dans le rapport, il suffit de le lire. La conclusion, les marges des hydrocarbures, des sociétés d'hydrocarbures, et là on peut ramener avec les données très intéressantes qui sont dans les bilans chez Inforisque, les marges des hydrocarbures au Maroc avant la libéralisation, avant décembre 2015, étaient de l'ordre de 1 dirham le litre. Les sociétés d'hydrocarbures, en moyenne, gagnaient 1 dirham le litre sur le gasoil, pour résumer, parce que c'est le truc le plus important. Et ce 1 dirham le litre, mettez-le en comparaison avec des pays qu'on connaît. Par exemple, la France. La France, c'est 1 centime d'euro le litre. De l'aveu du président de Total France. 10 centimes marocains. Nous, avant décembre 2015, ils gagnaient, déjà au Maroc, 1 dirham le litre. De décembre 2015 à aujourd'hui, ils gagnent 2 dirhams le litre de marge. Donc ça, voilà, arrêtons là-dessus pour ne pas rendre la question trop complexe pour que les Marocains se disent. Et ce qui est reprochable au rapport dans son ensemble, c'est dans les recommandations. On est loin de faire des recommandations qui sont de l'ordre. Mais c'est le b.a.-ba. Il y a 17 milliards de dirhams. On peut discuter du montant, mais 17 milliards de dirhams qui ont été gagnés de manière, j'ai dit non éthique, j'ai pas dit illégale. Personne, oui. Non éthique. Est-ce que nous, en tant que représentants de la nation, les parlementaires, on ne devrait pas dire, est-ce qu'il n'y a pas moyen de récupérer tout ou partie de cet argent, parce qu'on a des besoins très importants, l'État a des besoins très importants, on a une loi cadre sur l'éducation qui arrive, où les estimations sont de l'ordre de 30 milliards de dirhams supplémentaires par an pour mener une réforme. Donc et avec la création d'un fonds spécial éducation. Est-ce que ça ne serait pas la première piste? Ces 17 milliards, on les injecte dans ce fonds pour commencer. Et pourtant, certains membres du gouvernement remettent en cause ces 17 milliards, notamment Hassan Daoudi, qui nous dit que ces 17 millions, ce n'est pas juste du bénéfice. J'ai entendu qu'il n'était plus au gouvernement, donc... Bon. C'est ce que j'ai entendu. Je ne sais pas si vous l'avez entendu vous aussi. Ouais. J'ai entendu ça. J'ai entendu qu'il a déposé sa démission. Écoutez, monsieur Daoudi m'a répondu à une question que j'ai posée en octobre. Une question parlementaire que j'ai posée en octobre. J'ai posé la question, pourquoi le Conseil de la concurrence est gelé? D'accord, question officielle. Au chef du gouvernement, je l'ai posée. Et est-ce que ça ne résoudrait pas les problèmes de concurrence qu'on a au Maroc? Il m'a répondu très officiellement. Il n'est pas gelé. En janvier, j'ai la réponse écrite. En janvier, il me dit, le Conseil de la concurrence n'est pas gelé et il n'y a pas de problème aux concurrences au Maroc et ceux qui ont des problèmes qui portent plainte dans la justice. Donc voilà. Donc alors la parole publique, et M. Daoudi lui-même et les éminents membres du PJD sont revenus sur ce qu'ils ont dit. Mais ça, c'est officiel. Très bien. Donc voilà, mais il faut simplifier le débat. On a ça parce que le rapport et les autres groupes parlementaires aujourd'hui au Maroc parlent tous de recommandations dans l'avenir. Il faut le Conseil de la concurrence, il faut trouver des solutions. Il y en a même qui disent il faut revoir le système de taxation de la TIC, comme quoi ça serait le problème, c'est qu'il faudrait réduire la taxation des produits pétroliers au Maroc. Ce qui n'est peut-être pas un faux problème parce que on est à 35% en Europe, ils sont à 65%. L'État marocain a besoin d'argent. C'est quand même beaucoup, 35% pour un produit si stratégique. Est-ce que c'est pas un peu beaucoup? Non, c'est pas beaucoup. Quand vous connaissez les besoins de l'État marocain, vous voulez une réforme d'éducation, oui ou non? Vous voulez une réforme d'éducation, oui ou non? Si vous la voulez, il y a besoin d'argent. On va pas la faire. Qui va la faire? Donc, si on veut défendre une réforme de l'éducation, que l'État joue son rôle là où il ne le joue pas,
dans l'éducation, mais on pourrait rajouter la santé, l'État a besoin d'argent. Donc arrêtons de parler de réduire les taxes de l'État. Ça, c'est du, pour moi, c'est du populisme. Non, mais excusez-moi, c'est pas ce que j'ai dit. Réduire la taxe éventuellement, peut-être, si c'est une taxe qui est un peu disproportionnée. Elle n'est pas disproportionnée. En France, c'est 65%. En Europe, c'est 65%. Nous, on est à 35%. Oui, mais on n'est pas l'économie française, le Maroc, vous le savez mieux que moi. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Donc peut-être baisser cette taxe-là, augmenter d'autres taxes qui sont sur qui intéressent ou qui adressent des produits beaucoup moins stratégiques pour le Maroc. Peut-être. Ça, c'est injuste. Oui, mais c'est un jeu à débat. Donc vous voulez pas les gens qui prennent ça ne veulent pas qu'on puisse réformer les secteurs sociaux. Très bien. Mohamed Ben Moussa, économiste, voulait réagir sur d'abord la façon avec laquelle, justement, au Maroc, on a mené cette décompensation. Est-ce que c'est le point de départ pour expliquer, bien évidemment, il y a l'affaire La Samir sur laquelle on reviendra, mais est-ce que c'est aussi, pour revenir sur l'histoire, on va dire un peu plus récente, le point de départ qui peut nous expliquer la situation actuelle? Mohamed Ben Moussa, économiste. Un mot préalable. Les absents autour de cette table, ce n'est pas simplement un certain nombre de députés, le député Boineau ou les députés du RNI, mais c'est aussi un représentant du gouvernement, parce que la responsabilité du gouvernement est au premier plan. Bien sûr. Et c'est aussi un représentant du secteur des distributeurs pétroliers. Alors on les a contactés pour les J'imagine, je le sais, je le sais, je le devine assez m'aider, mais je voudrais le dire très explicitement pour bien montrer à vos auditeurs que la culture démocratique du débat contradictoire a encore beaucoup de choses et beaucoup de chemin à faire dans notre pays. Bravo d'avoir dit ça, bravo. Deuxièmement, je voudrais dire que 13 milliards, 15 milliards, 17 milliards, 20 milliards, ce sont les 4 chiffres qui ont été cités. C'est pas fondamental. Ce qui est important, c'est ce que veut dire ce chiffre. Qu'est-ce qu'il représente? Qu'est-ce qu'il incarne? Le chiffre officiel, qui est connu, qui a le caractère d'officialité, c'est le chiffre qui est proposé par le rapport, qui est de 14,5 milliards. 14,5, c'est le chiffre officiel. Sur l'exercice 2016-2017, avec une variation de la marge brute de 0,96 dirhams pour le litre de gasoil et une variation de plus 0,76 dirhams pour le litre d'essence. Quand vous rapportez cela à la quantité consommée en tonnes d'essence et de gasoil, que vous convertissez en litres avec une densité, je ne veux pas rentrer dans le détail, c'est pas 1 litre, 1 kilo, c'est 1 litre, 1,18 ou 1,18 kg pour le gasoil et 1,33 pour l'essence, en fonction de la densité. En tout cas, bref, ça fait à peu près plus de 7 milliards et demi de litres de gasoil et d'essence consommés au Maroc. Si vous rapportez cela à ces différentiels de marge, vous trouvez quelque chose autour de 17 milliards de dirhams. Bien. Ensuite, quand je regrette que le rapport de Boineau ait été expurgé d'une partie de ces éléments d'analyse, de ces recommandations, si j'en crois ce qui est rapporté par les médias, notamment l'analyse des comptes d'exploitation. Alors, l'économiste et le financier que je suis est parti à la pêche. Ça a été très facile pour Total, s'agissant d'une société cotée, donc j'ai pu examiner ces comptes d'exploitation, ces bilans. Ça a été difficile, mais j'y suis parvenu à travers les moyens auxquels j'ai pu accéder, et j'ai pu accéder donc aux résultats et au bilan d'Africa, de Total et de Shell. Qu'est-ce que vous constatez? Petrom aussi, il faut rajouter. Petrom avec une part plus faible, et Petrom, j'avoue que j'ai eu accès au bilan 2014 et 2016, j'ai pas eu le bilan 2015. Moi aussi. Alors, pour ces trois sociétés, qu'est-ce que vous constatez? Pour Africa, qui a à peu près 30% du marché en gasoil et plus de 40% du marché en essence, vous remarquerez que sa marge brute a augmenté sur un exercice de 2015 à 2016 de 1,1 milliard de dirhams. Et son résultat net de plus de 700 et quelques millions de dirhams sur un exercice. Pour ce qui concerne des opérateurs de taille beaucoup plus modeste, qui ont à peu près la moitié de la taille de Africa, c'est-à-dire Shell et Total, vous remarquerez que leur marge brute a augmenté du même niveau. Plus 1 milliard pour Shell et plus 940 ou 950 millions de dirhams pour Total. Et leurs résultats ont également progressé à un rythme très, très important. Shell, son résultat est passé de 160 millions de dirhams à 645 millions de dirhams sur un seul exercice, 2015 à 2016, qui est l'année de pleine application de la libéralisation. Et pour Total, son résultat est passé de 376 millions à 840 millions de dirhams. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'il y a eu un effet d'aubaine pour ces opérateurs privés. Lequel effet d'aubaine a été créé par quoi? Par la bêtise, par la sottise, par l'irresponsabilité.
peut-être par la compromission du gouvernement qui a pris ces décisions de libéralisation sans mesure d'accompagnement. Les mesures d'accompagnement, c'est évidemment les filets sociaux pour les consommateurs les plus démunis et pour les PME. N'oubliez pas que c'est un impact sur la compétitivité de notre tissu industriel et sur notre capacité exportatrice. Mais surtout, sans autorité de régulation, de contrôle des prix et des marges, et sans limitation des prix, dès que le gouvernement constate, parce que c'est un instrument de régulation, il n'y a pas de libéralisation de l'économie sans régulation. Il n'y a pas de libéralisation de l'économie sans contrôle. Et je rappelle aussi à vos auditeurs que la libéralisation des prix, ce n'est pas un principe, j'allais dire, coranique. Vous avez des pays qui ont fait des choix inverses. L'Inde et la Chine plafonnent le prix des produits pétroliers avec une petite dose de libéralisation, mais avec un contre-libéralisation, mais avec un contre-libéralisation. Non pas sur le prix dans sa globalité, il me semble. C'est Mehdi. C'est de la technique. Que vous contrôliez le taux de marge, que vous contrôliez la marge en dirham, ou que vous contrôliez le prix. Le résultat est le même. C'est faire en sorte que le coût final à la pompe soit maîtrisé. Je vais donner un autre exemple. En Europe, la Belgique. À nos côtés, la Belgique, absolument, a pris la décision de contrôler les prix à la pompe pour protéger le pouvoir d'achat des consommateurs et la compétitivité des PME. Très bien. Alors, un point très important, et je suis obligé de le dire à Siba Lafraj, il ne faut pas faire une confusion dans les chiffres. Le taux de marge en France, il n'est pas de 1 centime l'euro. C'est le taux de marge net qui est de 1 centime d'euro. Et le taux de marge brut en France, il est de 8,8. On va arrondir à 9 centimes d'euros pour le prix de l'essence et du déclaration du président de Total France. C'est la marge nette. C'est la marge nette. D'accord. Mais c'est juste pour donner un ordre de grandeur. Laissez-moi terminer mon raisonnement. Non, mais si vous C'est très important à Mehdi. C'est le dernier message que je veux transmettre à vos auditeurs. La profitabilité du secteur au Maroc est pratiquement 6 fois plus importante qu'en France. 6 fois, 5 à 6 fois. Pourquoi? Parce que quand vous analysez la marge de ces distributeurs marocains et que vous ramenez les fameux 1,4 milliard pour Africa, 645 millions de dirhams pour Shell et 840 millions de dirhams pour Total, et que vous ramenez ça au volume distribué par ces opérateurs tel qu'il a été communiqué par le rapport parlementaire, vous constatez que la marge nette au litre en moyenne, elle est de 58 centimes. 58 centimes. Très bien. Entre 53, 55, 58 centimes en moyenne par litre au moment où elle est, pour la marge nette, de l'ordre de 10 à 11 centimes en France. Pour simplifier, il faut que les gens comprennent bien. 5 fois plus, de bénéfices qu'en Europe. Alors c'est clair, Salah Eddine Nabira voulait réagir, enseignant-chercheur. Allez-y. En fait, un point, pardon, si c'est vraiment parce que il y a eu un petit, juste pour que les gens comprennent bien, c'est juste pour être pédagogue. Les recommandations, parce que vous avez parlé des recommandations de loi de finances, parce que c'est comment ça fonctionne le Parlement et la Commission des finances. Les parlementaires, chaque membre de la Commission des finances a le droit de faire des recommandations supplémentaires. Ce que j'ai fait en tant que membre, j'en ai fait 3, et très simplement. Il y a celle dont vous avez parlé, loi rectificative des finances, en fixant une date avant fin juin pour sortir de la crise. La deuxième, c'est une commission d'enquête parlementaire qui est un cran plus haut, dont la fonction principale est d'accueillir et d'interviewer les présidents des entreprises pétrolières, justement pour jouer le rôle démocratique. Ça, c'est très très important, il faut le noter. Et la troisième, est vraiment très simple, en une phrase, aussi il y a quelque chose qui est important dans ce domaine, les sociétés d'hydrocarbures ont bénéficié d'une aide de l'État de 3 milliards de dirhams il y a moins de 5 ans. Et de l'avis de la Cour des comptes pour investir dans le stockage. Ils ont investi que deux. Ouais. Moi, j'ai fait une recommandation, j'ai dit le gouvernement doit les appeler, leur dire, écoutez, vu le scandale qu'il y a, rendez cet argent. Vous avez bénéficié, vous avez eu un chèque. Rendez-le 1 milliard, c'est ça qui reste. Moi, j'ai dit, de toute façon, il faut les mettre à table. Il faut discuter avec eux pour récupérer de l'argent. Salah Eddine Nabira, enseignant-chercheur. Juste pour avancer, en fait, il ne s'agit pas de prouver donc l'évolution des marges ou des résultats nets, parce que moi je prends juste un chiffre total, que ce soit au Maroc ou en France. En 2016, donc la marge c'était donc de 15% au Maroc, alors qu'en France,
là aussi c'est les bilans donc accessibles via la bourse française, ben, la marge était de 7,09%, 7,5%. Donc on voit le gap, donc elle est claire et démontrée. Mais le problème c'est que ça on l'a vu venir. Donc il y a eu même avant qu'il y ait, heureusement, M. Balafré, je l'ai rappelé tout à l'heure, c'est que c'est vrai que le boycott qui a poussé donc à faire sortir le rapport et à en discuter, mais il y a plein de signaux, il y a plein de gens qui ont attiré l'attention depuis quelques années. Et ce manque de réactivité, tout à l'heure on a parlé peut-être de soupçons de compromission, mais à un certain moment, c'est à se poser la question, pourquoi on l'a laissé faire? Donc c'est un peu ça le débat. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, dans notre mécanisme ou nos outils de gouvernance, qu'on n'arrive pas à avoir cette réactivité qui permet des fois d'anticiper? Il ne faut pas dire que justement le cas des hydrocarbures et notamment la société Africa était le moteur principal du mouvement de boycott qui aurait pu avoir des impacts sociaux très très importants et on n'en est pas encore sorti. Pourquoi le gouvernement ne réagit pas à l'instant? M. Balafré a parlé que justement la question était soulevée il y a un an, d'autres ont parlé avant. Pourquoi il n'y a pas cette réactivité? Aujourd'hui, bien sûr, les feux de projecteurs sont justement orientés vers les hydrocarbures, mais comme j'ai dit, il y a d'autres secteurs. Et pourquoi je dis ça? Parce que quand on voit aujourd'hui, quand on suit un peu l'ensemble des secteurs de l'économie, quand on voit qu'aujourd'hui les PNB bancaires sont en majorité, commencent à être majoritairement grâce aux commissions bancaires, alors que l'autorité de contrôle qui est aussi bancaire, pourquoi il ne fait pas son travail? Donc moi, ce que je dis, et j'essaie de profiter de ce débat-là, c'est vrai qu'on s'écarte un peu du sujet, mais c'est le même sujet. C'est-à-dire qu'on laisse certains grands secteur d'activité, où forcément on trouve des intérêts quelque part, et là on parle justement du rapprochement entre le politique et la collision avec l'économie, qui est un peu, à mon sens, l'origine de ce problème-là, et qui se produit ailleurs. Donc pourquoi on ne réagit pas? Est-ce qu'on doit attendre aussi qu'on y ait justement d'autres actions, d'autres contestations? Moi je pense que le problématique de la gouvernance, et quand on parle du Conseil de la concurrence, il n'a pas été mort, il a bien été actif. Je me rappelle l'affaire donc Zid L'Afia, je crois lui L'Afia avec bien sûr le Sueur, où on a justement jugé qu'il y avait dumping et on a même poussé la société à augmenter des prix. Je me rappelle aussi l'affaire, je crois, Auchan avec Marjan, etc. Cofarma. Donc le Conseil a bien fonctionné à un certain moment. Pourquoi justement il était en stand-by? Moi je pense que la problématique elle est là. Elle est dans ces mécanismes de gouvernance, elle est dans le rétropédalage du gouvernement quand il a parlé justement de décompensation. C'est-à-dire lorsque par exemple le chef de gouvernement répond à Omar Balafré en lui disant le Conseil fonctionne et il n'y a pas de problème. Mais justement, je dis, voilà, mais on n'a pas envie, finalement, il on n'a pas pas raison. envie de le fonctionner. Justement, vous savez comment ça se passe ici. C'est pour ça que je parle de la mensonge démonté, parce que qu'est-ce qui manque? Il faut que le chef du gouvernement nomme les membres, il les a pas nommés. Il les a pas nommés. Ni M. Buchanan, ni M. Lexman, il n'a pas nommé les membres du Conseil. C'est ce que j'étais en train de dire. Il a fonctionné à un certain moment. Il a fonctionné à un certain moment. Moi, étant par exemple il y a quelques années dans le secteur des télécoms, on recevait à un certain moment des instructions. La NRT. Voilà, la NRT. Donc quand on veut réguler, et d'ailleurs le secteur des télécoms est un exemple, un très bel exemple à citer, où justement la concurrence a bien joué. Moi, ce que je suis en train de dire aujourd'hui, c'est que le problématique est dans deux points. D'abord la gouvernance et la réactivité justement de nos politiques, et aussi certains lobbies politiques, parce que au début, il était question de donner des aides directes. Les aides directes n'ont pas vu le jour, alors que la libéralisation, on l'a bien vu. Très bien. Amine Douiri, responsable en communication et études à Inforisque. Oui, alors déjà il y a un autre exemple concret de l'absence aujourd'hui de ce Conseil de la concurrence. C'est par rapport à une autre loi emblématique pour les entreprises, qui est celle sur les délais de paiement. Il y a à un moment donné, il fallait que ce Conseil se mobilise à propos de délais de paiement dérogatoires pour certains secteurs. Il devait valider un certain nombre de points dessus. Il ne s'est jamais réuni, ce qui fait qu'aujourd'hui, un certain nombre de mesures sont toujours bloquées. Ça, c'est pour le premier point. Concernant, je voudrais aussi compléter ce que a dit M. Ben Moussa par rapport aux différents éléments économiques. Il y a aussi une chose qu'il faut rappeler, c'est qu'entre 2015 et 2016, la hausse du chiffre d'affaires global du secteur a été très faible, quasi nulle. On parle de 2-3% d'augmentation, alors que les marges ont été multipliées par 3. Circonstance aggravante. Oui, dans exactement. un secteur où il n'y a pas d'innovation majeure. Il faut le dire aussi. C'est pas Google, c'est pas YouTube, c'est pas Amazon. Une marge multipliée par 3. Donc à un moment donné, il faut le montrer. Et dernière chose que je voulais dire également, ce problème s'est également posé en France. Il y a eu ce problème de libéralisation. Il y a eu un rapport qui avait été publié par la direction de la répression des fraudes en France, justement sur une collusion entre les différents acteurs sur une entente sur les prix.
le ministre de l'époque avait réagi et avait menacé de sanctionner tous les opérateurs présents sur le marché. Donc aujourd'hui, on est là. Il faut voir, effectivement, on doit mesurer ce degré d'entente entre les différents opérateurs et les sanctionner si jamais il y a un problème. Mehdi Fakher, membre du cercle des économistes du PAM, sur la libéralisation, sur la manière avec laquelle on l'a menée. Est-ce que aujourd'hui l'État a été véritablement défaillant? Je sais que logiquement, vous connaissant un petit peu, vous allez devoir et vouloir surtout réagir à ce qui a été dit par rapport au Conseil de la concurrence, puisque vous avez déjà eu l'occasion autour même de cette table de dire que pour vous et selon votre point de vue, le Conseil est parfaitement fonctionnel. Et si aujourd'hui le chef de gouvernement dit que c'est le cas, pour vous, vous êtes plutôt du même avis que le chef de gouvernement qui dit qu'il est fonctionnel. Vous avez déjà l'occasion de le dire autour de cette table. Ah oui, moi, ce que j'ai dit précisément, c'est que plutôt le Conseil de la concurrence est fonctionnel techniquement. Il n'a aucun prétexte pour pouvoir fonctionner. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas cautionné ce qui a dit le chef du gouvernement. C'est-à-dire, moi, je me suis déjà interrogé sur le fait que selon le Conseil, selon le président du Conseil de la concurrence, il y avait une entrave, ou qu'il n'arrivait pas à travailler, ou qu'il n'arrivait pas à fonctionner. Moi, j'ai dit qu'il n'y avait aucune entrave, aucune raison pour ne pas faire fonctionner le Conseil. Je n'ai pas dit... C'est ce que dit le chef du gouvernement, il me semble. Non, attention, il y a une grande différence entre ce que dit le chef du gouvernement, parce que moi, je suis devant un président du Conseil qui dit le contraire, le chef du gouvernement qui dit que le Conseil est fonctionnel et qu'il peut fonctionner. Moi, j'ai dit oui, il n'y a aucune raison pour qu'il ne fonctionne pas. Il a un budget, il a des cadres, et même par le passé, le Conseil de la concurrence n'a pas fonctionné par ses propres équipes. Il a toujours fait payer des études qui étaient très importantes, très intéressantes. Je parle de l'étude sur le secteur de pharmaceutique, je parle des études sur la profitabilité effectivement des banques. Il y avait des études qui étaient très intéressantes, qui ont été récupérées et qui ont donné lieu à des réactions, que ce soit de Banque Maghreb à travers une circulaire sur les gratuités de certains services. Je parle du cas de la pharmaceutique également. C'était d'un grand appui pour la commission parlementaire et c'était aussi d'un grand appui pour le ministre El Wardi pour bien sûr opérer certaines des baisses qui étaient considérables sur le prix de certains médicaments. Aujourd'hui, la question n'est pas de se dire il y a un problème au niveau de la profitabilité. Pour moi, il y a un problème au niveau du secteur, au niveau de la stratégie de l'État. Parce que nous allons parler tout à l'heure de la Samir. Moi, j'aimerais bien que nous puissions parler du secteur. Mener une politique de libéralisation sans avoir de garde-fous, sans avoir des mécanismes, bien sûr, c'est un fiasco, c'est un grand échec de la part du gouvernement. Aujourd'hui, c'est de la part du gouvernement, mais excusez-moi, il me semble, je pose vraiment la question avec beaucoup de naïveté. Oui. Le gouvernement a proposé, les parlementaires ont voté. Oui. Comprenez, donc c'est le gouvernement, mais c'est aussi peut-être aussi l'appareil législatif qui est en cause ici. Bien sûr, l'appareil législatif, le gouvernement, c'est le fruit d'une coalition. Vous connaissez très très bien qui sont au niveau du gouvernement, qui sont au niveau de l'opposition. Ça, c'est clair. Donc, il y a une séparation des pouvoirs pour moi dans ma tête. Oui, bien sûr, pas de souci. Moi, je parle que c'est la majorité qui a voté, pas le Parlement. Le Parlement, bien sûr, il a entériné, il a approuvé, mais il y a une majorité qui a posé, et la coalition, c'est le fruit, bien sûr, d'une majorité parlementaire. Maintenant, l'idée est de dire qu'aujourd'hui, nous avons mené une politique de libéralisation, en commençant par l'indexation, puis la décompensation, pas de souci. Mais quels sont les mécanismes? Les mécanismes n'ont pas été mis en place. Les mécanismes de régulation, les mécanismes de suivi. Aujourd'hui, est-ce que nous parlons d'un secteur qui est parfaitement et totalement libéralisé, ou c'est un secteur quand même qui est très stratégique, très sensible, qui nécessite de mettre en place des mécanismes de suivi rapprochés des prix? Et lorsque vous me parlez de suivi rapproché des prix, je suis désolé de vous le dire, ce n'est pas que la profitabilité qui m'inquiète personnellement. C'est pas que la profitabilité, c'est toute la filière qui nous inquiète. Est-ce que doit-on aujourd'hui opter définitivement pour une politique de stockage et de distribution, sans parler de raffinage, sans parler d'industrialisation et sans parler de maîtrise de la chaîne de création de valeur? C'est ça où il faut lever le débat. Est-ce qu'aujourd'hui, en réactivant et en remettant au service la Samir, les prix vont baisser ou pas? Est-ce que la Samir va facturer moins cher que plutôt les fournisseurs étrangers, qui va permettre un petit peu... En tout cas, certains soutiennent effectivement que ça serait le cas et que la qualité justement de cette essence ou de ce gazole serait un peu plus sécurisée. Mais bon, on reviendra sur cet élément dans un instant. Nous avons deux niveaux de débat. Ouais. Nous avons le niveau de profitabilité. Je crois que les invités en ont déjà parlé. Il y a une problématique au niveau de la fixation. Nous n'avons pas une idée précise maintenant sur la composition de prix, mais bien sûr, entre parenthèse, pas d'un point de vue technique, mais d'un point de vue définition des marges. Et aujourd'hui, il y a bien sûr la réaction du gouvernement en plafonnant, même tardivement, les marges. Ça, il n'y a pas de souci. Mais pour moi, le plus important, c'est la stratégie. Aujourd'hui, peut-on parler d'une stratégie claire des hydrocarbures ou des hydrocarbures au Maroc? La réponse est non. On va ouvrir le débat sur ça, justement, et sur la Samir dans un instant. Amal Balafra, je voulais réagir de la FGD. Oui, aux choses aussi, pour être juste, parce que moi, j'ai cité plusieurs fois le PJD, le rapport qui a été fait, il a été voté à l'unanimité par toutes les forces, sauf nous. Sauf moi, parce qu'ils n'ont pas voulu que je sois dans la commission. Donc moi, j'y étais pas. Et quand j'ai proposé 3 recommandations, elles étaient censées être débattues.
en commission pour voter. J'aurais à la limite qu'ils volent tous contre moi. Notamment rajouter dans les annexes Non, il était prévu qu'on ait une séance pour voter sur les recommandations supplémentaires. Moi, j'en ai proposé 3. L'Estirclal en a proposé 8, mais c'est important de dire ça. Et ils ont pris la décision à l'unanimité dans le bureau où il y a le PAM, ils sont tous d'accord. Pour dire on ne fait pas cette séance, on ne discute même pas de ce vote-là. Donc il y a eu accord sur le rapport. Tous les partis politiques présents, le PAM, l'Estirclal, les grands partis, alors PAM et PJD sont les deux grands partis, le RNI, l'Estirclal sont présents et donc c'est unanimité ce rapport-là. Sur notamment le gros défaut de ce rapport, c'est les recommandations qui ne sont pas au niveau de la problématique. C'est ça le fond du problème et qui pose le problème du politique ici aujourd'hui. C'est quelque chose qu'on n'a pas cité encore aujourd'hui. Monsieur Arnouch est très cité. Mais il n'y a pas que M. Arnouch, il n'y a pas que Afleria. On a 3 familles politiques dans les hydrocarbures au gouvernement. Il y a la famille, bien sûr, M. Arnouch, il y a Mme Bouaïda de Petrom, et il y a... on va essayer de pas personnaliser. Il faut dire non, il faut dire les noms, parce que c'est important. Et Mme Delhem, la famille Delhem, ils sont 5e du marché. Donc on a une immixtion du politique. Alors je ne juge pas, je dis au minimum ces gens-là, ils connaissaient très bien le secteur des hydrocarbures. Pourquoi, depuis décembre 2015, ils ont vu dès le premier 15 jours dire « Attendez, il y a un problème. Attendez, il y a un problème. » Le secteur dans son ensemble est en train de faire quelque chose de non éthique. Et nous avons, en tant qu'État, nous avons besoin d'argent. Donc il faut réguler. C'est là que se pose la problématique vraiment politico-économique du pays. C'est ce mélange entre pouvoir et pouvoir politique et pouvoir économique. On ne doit pas faire du business. Si on est un homme d'affaires, c'est bon. Bien sûr qu'on peut faire du business. Oui. On peut faire du business, mais de deux choses l'une. Ce qui se fait dans les pays anglo-saxons, c'est que on sort de son business, on crée un trust et on laisse son business et on défend l'État. D'accord ? C'est ça le truc. Ou bien ça, on fait pas de politique. Ça n'a pas été fait par justement les noms que vous avez cités. La loi n'existe même pas au Maroc. Oui. Mais plus que ça, la responsabilité du gouvernement Belkirem. Vous n'allez pas me dire que M. Belkirem, en tant que chef du gouvernement, et M. Leitmani n'était pas au courant qu'il y avait des marges non éthiques qui étaient en place. Et pourquoi ils n'ont pas bougé le petit doigt ? Ça laisse supposer, c'est malheureux parce que ça fait perdurer le défi qu'ont les citoyens vis-à-vis du politique, que tout le monde s'entend. Que ces gens-là se sont entendus. En tout cas, il y a une suspicion. Et bien sûr, cette suspicion, elle a lieu d'être. Même moi, quand j'ai fait ma demande et qu'on me l'a refusée, et qu'ensuite le PJD fait sa demande, et qu'ils attendent 8 mois ou 6 mois pour commencer le travail, pourquoi ils attendent 6 mois alors qu'on sait que c'était brûlant au début de l'été de l'année dernière ? Il y a suspicion de collusion. Ouais. Alors les remarques, on me dit non, il y a l'été, les gens sont en vacances. Mais attendez, il n'y a pas de vacances. Le Parlement, il n'y a pas de vacances. Pourquoi est-ce que certains éléments clés intéressants ont été supprimés de la première version du rapport ? Je sais que on n'est pas dans le secret des dieux, mais quelle explication logique on peut donner à cela ? Parce que quelque part, c'est vrai que ça peut donner l'impression, peut-être c'est faux, peut-être que c'est absolument faux, mais ça peut donner l'impression à nos concitoyens qu'on essaie de cacher une part de vérité. Et donc dans le rapport qui a été rendu public et qui est officiel, on se rend compte que il y a des données qui auraient disparu par rapport à la première mouture. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça ? En fait, l'explication, on la comprend. S'il n'y avait même pas boycott, ce rapport n'allait même pas peut-être voir le jour, parce que depuis le temps qu'on le faisait traîner, voilà. Donc, on comprend bien quand les deux versions révélées par la presse qu'il y a eu des tractations. Parce quelque part, c'est en fait les mêmes forces politiques au pouvoir, on les retrouve dans ces secteurs d'activité. Donc, ce serait quelque part aussi naïf de croire qu'il n'y a pas de pression exercée. Et tout à l'heure, vous avez bien fait de citer la famille Delhem, mine de rien, il y a eu un accord, je pense, avec un opérateur espagnol, justement pour encore investir le secteur et avec l'envie justement de gagner des parts de marché. Mais moi, je le dis, que ce soit ici ou d'autres secteurs, forcément, on fait retarder certaines échéances, on fait justement... Mais vous n'avez pas l'impression que c'est des accusations un peu qui peuvent être un peu mal vues, mal perçues, et surtout que ça peut ne pas être justifié. C'est-à-dire qu'on peut être dans le business en étant très éthique dans ce qu'on fait. Je la prends pour moi l'accusation, et je vais vous dire. Moi je ne porte pas d'accusation, je dis juste que quand on est du business, on connaît le métier des hydrocarbures, et vous êtes ministre. Et quand vous êtes ministre, on considère que vous allez défendre l'intérêt général. Vous êtes au courant. Si le gouvernement est naïf, n'a pas vu venir le truc, vous connaissez le métier. Donc vous dites, attention, il y a des marges non éthiques qui sont en train de s'appliquer. Et quand vous savez que l'État a besoin d'argent, chaque loi de finances, on nous dit on n'a pas d'argent. Mais non, mais on n'investit pas dans les écoles. Alors attendons. Excusez-moi, on ne peut pas être ministre et dire, moi j'ai rien fait, le business c'était pas illégal, je continue. Mais vous êtes ministre. Mais prenez le cas, par exemple, les cas que vous avez cités, ce sont des ministres de tout sauf de l'énergie. Je suis désolé, c'est pas des ministres qui il y a les conseils de gouvernement, ils se réunissent une fois par semaine. Il y a un ministre qui se charge de ça, pratiquement. Donc, alors qu'est-ce qu'ils font ? On peut vous dire cela, par exemple, on peut vous rétorquer cela, vous comprenez ce que je veux dire ? Non, personne ne rétorquera cela. Mais attendez, vous connaissez aussi la vie politique. Non, les Marocains ont besoin de vérité aujourd'hui. Vous savez, sur un autre sujet très connexe, c'est le lait.
J'étais dans la commission où il y avait le problème on a posé le problème des petits agriculteurs en 2 phrases. Les petits agriculteurs, vous savez qui sont les parlementaires, mais c'est tellement visible qui défendaient les petits agriculteurs. C'est eux-mêmes de chaque parti politique, les différents partis, c'est eux des propriétaires de vaches. Ils sont parlementaires et ils parlaient, ils disaient le petit agriculteur est menacé. Eux-mêmes, ils ont 400, 500 vaches. Mais on a ça dans notre parlement au Maroc. Donc il faut en parler en vérité. Et alors c'est même plus de la suspicion ou des accusations gratuites. Il se cache même pas. Il a 400 vaches et il vient dans la commission dire le petit agriculteur est menacé. Parce que peut-être il y croit. Et peut-être qu'il est honnête en disant cela, mais c'est ça que je veux que vous compreniez. Est-ce que ça peut paraître pas logique pour vous, mais peut-être que pour eux c'est une conviction. Mais qu'est-ce qui est logique? Non, mais attendez, faut pas non plus. Salah Nabira pour envoyer chez Oui, dans ces cas-là. Bon, pensez que c'est assez clair pour vous en tout cas. Salah Nabira, enseignant chercheur. Je vous rajouter un autre exemple. Jarada, les 2 parlementaires de Jarada, c'est eux les propriétaires de licences de mines. Mais attendez, il y en a un du PAM, un de Hizb Istiqlal. Il faut dire les choses. Aujourd'hui, il faut arrêter avec ça. Les Marocains ne veulent plus ça. C'est pour ça qu'il pourra peut-être apporter des ils sont parlementaires. Ils ne cachent pas ça. C'est eux qui ont bénéficié des licences d'exploitation du charbon depuis 15 ans. Ils sont 2 parlementaires, c'est les 2 partis différents. On a bien compris. Alors laissez le Salah Nabira. On sait tous qu'il y a une oligarchie au Maroc. Vous êtes en train de nous dire que finalement tous pourris, il n'y a rien à faire. Voilà, non, pas tous pourris. Laissez-le répondre, s'il vous plaît, Salah Nabira. En fait, le problème, c'est pas qu'il y ait des familles dans le business, c'est qu'il y a une éthique, en fait, dans la façon d'exercer le business. Et moi, je vais essayer de m'éloigner, donc, des exemples des hydrocarbures pour ne pas justement penser qu'on est en train de parler du cas Kharnouch. Moi, je parle de tout le business de la distribution. Vous savez qui le contrôle au Maroc? Moi, je cite un exemple très simple. Qui est loin? Une fois, j'étais en Belgique, j'avais trouvé des pommes à 1 dirham le kilo. 1 dirham le kilo, coût de transport logistique, acheminé, donc les bonnes pommes golden et tout ça qui sont vendues dans le commerce à 25 dirhams. Arrivé à Casablanca, ça allait coûter justement dans les 3-4 dirhams. Quand j'ai essayé de me renseigner sur le dédouanement, je trouvais qu'on appliquait un équivalent tarifaire pour protéger certaines pommes locales. Bon, quand je dis pommes locales, certaines familles locales. Vous comprenez bien, les 2 marques qui produisent de la pomme au Maroc, les équivalents tarifaires allaient rendre le coût de cette importation à 20 dirhams. Donc c'était plus intéressant de les commercialiser sur le marché de gros. Et je veux faire un topo de l'économie marocaine. Soit vous faites partie de ces familles là, et là vous êtes protégé quelque part et vous avez un certain nombre d'avantages, soit ce qu'on m'a proposé, et ce que j'ai refusé de faire, et ce qui se passe malheureusement, c'est de pouvoir acheminer par contrebande ces pommes-là via Mlilia, les faire entrer de Nador et de les déclarer d'une manière, et c'est ce qui fait l'autre, en fait, si on voit le Maroc, il y a la grande oligarchie qui contrôle tout, qui est dans la banque, dans l'immobilier, dans pas mal de business, et ça c'est ce qu'on reproche en fait, même jouer le rôle, mais laisse-moi terminer, mais ce qu'on reproche, c'est qu'ils ne jouent pas le rôle éducateur. Le rôle éducateur, c'est-à-dire de gagner des marges normales, etc. Mais vous faites du business, je comprends pas. Moi, ce que j'arrive pas à comprendre, Salah Nabira, j'aimerais que vous puissiez m'expliquer cela, c'est que une entreprise, elle est là pour faire du business, elle est là pour faire de l'argent. L'éthique, c'est très bien, mais celui qui est garant d'une immoralité au niveau des gains, c'est peut-être éventuellement l'État, le gouvernement. Moi, je suis là pour faire de l'argent. Si je contreviens aux règles ou aux lois, c'est au gouvernement, aux lois de me sanctionner. Ne soyez pas en politique. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, mais justement, moi, c'est le business. Moi, je fais de l'argent. C'est assez clair. Mais on n'a pas de problème avec de l'argent. Mais pourquoi il y a la loi antitrust aux États-Unis? À un certain moment, quand un agglomérat. Mais la loi, justement, qui fait la loi, qui fait la loi. C'est-à-dire, à un moment donné, un appareil exécutif, un appareil législatif. Alors, qui fait la loi? Si ce sont les mêmes, donc forcément, c'est pas bon. On a besoin d'une loi conflit d'intérêt. On a besoin d'une loi conflit d'intérêt, c'est ce que vous dites, mais une loi anti-conflit d'intérêt. Mais qui va la faire? Les parlementaires aujourd'hui sont en plein conflit d'intérêt. Ils ne veulent pas faire cette loi. Qui va la faire? Mohamed Ben Moi, j'aimerais bien aussi qu'on ait aussi notre commission d'enquête sur les subventions du plan marocain. Ils sont allés où? Bien sûr. Là aussi, parce que avec tous les milliards, tous les milliards dépensés, on est encore en train d'évaluer notre saison agricole, aucun taux de blé. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a rien fait. Mohamed Ben Moussa, quand on pointe du doigt la responsabilité des acteurs du secteur économique des hydrocarbures, est-ce qu'on ne fait pas fausse route? Est-ce qu'il ne faut pas se concentrer d'abord sur, et surtout, et uniquement peut-être, sur le politique, l'exécutif et le législatif? Est-ce que ce n'est pas ça le vrai problème, plutôt qu'un tel gagne 2 milliards, 6 milliards ou 100 milliards de dollars la seconde? Est-ce que finalement, si les marges sont extraordinairement élevées, c'est pas leur problème, ils sont là pour gagner de l'argent, eux, et faire plaisir à leurs actionnaires. Mohamed Ben Moussa. J'ai l'impression que vous avez une mémoire un peu courte à ces médias. Rappelez-vous, vous m'avez invité à un débat il y a plusieurs mois sur le caractère moral ou immoral ou amoral du capitalisme. Oui, c'est il y a 2 ans. Voilà, et je vous avais répondu, le capitalisme est amoral. Il n'est ni moral ni immoral, il est amoral. Il ne se préoccupe pas des problématiques de moralité. Voilà. C'est la réponse que je vous donne maintenant. Le secteur pétrolier, il est amoral. Il optimise ses intérêts, il fait du business, il fait des profits. Et on ne peut pas
lui en tenir rigueur. Sauf si la décision politique, elle est dévoyée à la source, au niveau de la genèse de la décision politique. C'est ce que les Marocains ressentent. On ne peut pas aujourd'hui nier qu'il y a une défiance des citoyens à l'égard du politique. Et l'une des raisons, pour ne pas dire la raison quasi exclusive de cette défiance, c'est ce mélange des genres entre le monde des affaires et le monde politique. Eh bien, il faut fracasser. Il faut mettre un terme au plus vite à ce mélange des genres. Il faut créer une muraille de Chine entre la politique et les affaires pour que la décision politique ne soit plus entachée de suspicion. Mais ça n'existe nulle part dans le monde, ça. Si, ça existe. Il y a des lois anti-concentration, il y a des lois antitrust, il y a des lois qui définissent les conflits d'intérêts, il y a des lois qui définissent les incompatibilités entre les différentes fonctions, il y a des lois et des pratiques et des jurisprudences qui garantissent l'autonomie, l'indépendance de décision des institutions constitutionnelles. Il y a des lois et des pratiques qui garantissent l'efficacité, la réalité de l'action des institutions. Je pense notamment à l'instance de lutte contre la corruption ou au Conseil supérieur de la concurrence, qui sont aujourd'hui des entités juridiques qui existent, mais en réalité qui n'ont aucun impact sur la vie des citoyens, aucun impact sur la vie des entreprises. Mais écoutez, lorsque vous entendez les discours que nous avons, d'un côté le gouvernement qui dit que le Conseil de la concurrence, il est opérationnel, circuler, il n'y a rien à voir. Et de l'autre côté, le principal concerné, le président du Conseil de la concurrence qui est nommé par Sa Majesté le Roi, qui dit « Je suis empêché de travailler » parce qu'on ne nomme pas les membres du Conseil. Donc il y a bien deux discours divergents, deux discours différents. Et les Marocains sont pris en otage dans cette dissonance. Donc il n'y a pas d'autre solution que de soit obliger le chef de gouvernement à désigner ses membres du Conseil de la concurrence, c'est sa démission, parce qu'il est empêché. Mais rester dans ce flot artistique, les Marocains, ils ne le supportent plus. Les histoires de révolte, de contestation, de boycott, c'est la manifestation de ce refus de cette situation qui devient intolérable. Maintenant, qui va dire qu'il y a, revenons à notre sujet, revenons au débat, qui va dire qu'il y a abus de position dominante? Qui va dire qu'il y a entente sur les prix? C'est le Conseil de la concurrence. Le Conseil de la concurrence, le président vous dit, écoutez, je ne peux pas agir. J'ai les mains ligotées, je suis bâillonné. Je ne peux pas agir. Il faut bien que la démocratie vive. Il y a ce petit rapport Boineau, encore une fois expurgé, qui ne dit pas l'essentiel, mais qui donne le petit bout du fil rouge. Il faut aller au-delà. Mais il y a des faisceaux. Oui. Les faisceaux, c'est quoi? Vous avez 4 opérateurs ACMEDI qui contrôlent 70% du marché. Bon. C'est un premier faisceau. Vous avez ensuite, en l'espace de quelques jours, une marge qui est multipliée, qui augmente considérablement, des marges brutes qui augmentent de 1 milliard. C'est un autre faisceau. Ces éléments sont suffisamment graves pour justifier une commission d'enquête parlementaire, un rapport de la Cour des comptes et peut-être des suites à donner. Je termine aussi sur un point important. Tout à l'heure, vous disiez à Simedi, c'est aussi la faute des parlementaires qui ont voté des lois, notamment sur la libéralisation. Moi, je ne reproche pas au gouvernement d'avoir mis en place la libéralisation. Je reproche de ne pas avoir mis, les mesures d'accompagnement, et de ne pas avoir réagi. Parce que c'est vrai que la responsabilité du gouvernement, elle est générale, elle est globale. Il y a une responsabilité globale, il y a une solidarité gouvernementale. Le ministre de l'Éducation nationale, il est solidairement responsable des décisions qui sont prises en matière de politique intérieure ou de diplomatie, même si ce n'est pas son champ de responsabilité. Il y a une solidarité gouvernementale. Et les grandes décisions sont prises en Conseil du gouvernement, une fois par semaine. En Conseil du gouvernement. Et c'est vrai que certains ministres, on a cité le nom de Arnouch, mais pas que lui, il y a aussi Boussi, le ministre de l'économie et des finances, il y a aussi Hafid Alami, le ministre du commerce et de l'industrie. Ce sont des personnes qui auraient dû, dès les premiers jours de la libéralisation, alerter le chef de gouvernement pour lui dire, écoutez, le secteur pétrolier, les opérateurs n'ont pas joué le jeu. On est dans une relation de confiance, on a libéralisé pour que tout le monde profite du système. Si les prix internationaux augmentent, eh bien on augmente nos prix. Si les prix internationaux baissent, eh bien on diminue les prix. Ce qu'on a constaté, c'est que quand les prix ont augmenté sur le marché international, les prix à la pompe ont augmenté,
Par contre, quand les prix sur le marché international ont diminué, les prix à la pompe sont restés stables. C'est ce qui a provoqué, ou on diminue très légèrement, c'est ce qui a provoqué cette augmentation indue, incompréhensible, non éthique de la marge brute et des résultats de ces sociétés. Et donc, il y avait un devoir d'alerte du gouvernement. Tous les membres du gouvernement, sans exception. Aucune. En particulier ceux qui sont les plus proches de ces problématiques et avec des circonstances aggravantes pour l'un d'entre eux, puisqu'il est en même temps, et je le déplore, ministre important du gouvernement et en même temps principal opérateur du secteur. Bon, c'est Amine Douiri, responsable de communication études à Inforisque. Oui, je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit. L'éthique, la moralité, la morale, c'est un sujet hyper important pour justement tout ce qui est la confiance des acteurs économiques. On sait aujourd'hui, je ne reviendrai pas là-dessus, on parle de collusion politique économique, il y a un manque de confiance et justement, ce manque de confiance fait qu'il y a besoin d'autorités autonomes, indépendantes, comme le Conseil de la concurrence devrait l'être normalement, et qui devrait justement authentifier, analyser les prix qui sont aujourd'hui sur le marché. Et effectivement, ça éteindrait toutes les polémiques qu'il y a aujourd'hui autour de cette table. La question de l'éthique, elle est aussi bien pour l'entreprise que pour le politique. La question de l'éthique en entreprise, M. Ben Moussa disait que le capitalisme est amoral. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, ça n'est plus la tendance. La tendance aujourd'hui, c'est de parler de responsabilité sociale et environnementale, que l'entreprise a... Mais vous n'avez pas l'impression que c'est beaucoup plus un slogan marketing qu'une réalité, puisque l'entreprise, sa vocation première, c'est d'abord de faire de l'argent. Hein, mais attendez, si c'était ça, pourquoi on se préoccuperait des problèmes que connaît l'entreprise aujourd'hui, par exemple sur la question des délais de paiement? Pourquoi on parle d'écosystème? Pourquoi on dit que les entreprises doivent travailler ensemble? Ça, c'est une vraie raison d'être. Les entreprises dépendent les unes des autres. Si on dit que chaque entreprise est là pour faire du bénéfice et peu importe si j'écrase mon fournisseur... Ça, c'est l'État qui règle après. Non. S'il y a des dépassements, l'État est là pour ça. Je veux dire, le gouvernement est présent. Je pense qu'effectivement, et d'ailleurs, ça n'est pas qu'une théorie marketing. Par exemple, la loi Pacte en France vise justement à insérer dans l'objet même de l'entreprise davantage de moralité, d'éthique de l'entreprise. L'entreprise doit être responsable, solidaire par rapport à ses employés, par rapport à son environnement. C'est une réalité. Par rapport à la question de l'éthique, par rapport à nos gouvernants, il faut rappeler plusieurs choses. En France, par exemple, les parlementaires, les membres du gouvernement, on dépose une déclaration de leur patrimoine. Tout est transparent. On sait ce que gagne chacun. On sait ce qu'il possède. Et il n'y a pas de problème. Il y a seulement le problème si jamais un jour il y a un problème au civil ou au pénal devant un tribunal. Effectivement, ce membre du Parlement ou du gouvernement devra démissionner. En dehors de ces cas de figure, il est tout à fait libre d'être parlementaire, chef d'entreprise. Il y a énormément de chefs d'entreprise qui sont parlementaires au Parlement français. Et on n'a pas de suspicion par rapport à leur activité. Je cite l'exemple des États-Unis. Le président Trump est multimilliardaire. Ses ministres sont tous millionnaires. À ma connaissance, il n'y a pas non plus de problème particulier. On ne parle pas non plus d'amoralité. Bon, les lois qui sont... Non, mais vous ne pouvez pas avoir Bernard Arnault membre du gouvernement. C'est pas possible. Et il peut être député. Il peut faire la loi, mais il peut pas décider, il peut pas gouverner. Écoutez, je me souviens bien d'un Bernard Tapie qui était ministre, et il était encore chef d'entreprise. Ah non, il avait cédé toutes ses participations quand il a été nommé ministre. C'était une condition sine qua non. La France, on va peut-être rester au Maroc si vous le permettez. Mais Mehdi Fakher, le lien entre le problème de la Samir et le problème actuel des prix des hydrocarbures, est-ce que pour vous il y a un lien ou pas? Est-ce que par exemple si le Maroc venait à réactiver cette unique usine de raffinage de pétrole, est-ce que par exemple le prix du carburant va baisser? On parle notamment au niveau de la CDT par exemple, on dit que le prix du gazole va avoisiner les 7 dirhams et demi. Est-ce que ce calcul pour vous, en tant que financier, analyste financier, est-ce qu'il tient la route? Oui, j'aimerais juste très rapidement faire une petite réaction à ce qui vient d'être dit. Aujourd'hui, nous sommes en train de menacer sérieusement le pacte politique dans notre pays. Ce n'est pas du tout normal de taxer des citoyens marocains qui sont aussi citoyens comme nous et d'en faire deux catégories. C'est-à-dire il y a des citoyens qui sont en homme d'affaires, qui doivent être exclus de la vie politique, alors qu'ils sont des bons techniciens, qui ont une expertise dont la collectivité pourrait en bénéficier et distribuer des indulgences à certains en disant voilà les gens qui sont honnêtes, voilà les personnes qui peuvent gouverner, les personnes qui peuvent faire de la politique. Ça, c'est très dangereux. Moi, j'aimerais bien renforcer les institutions, renforcer la justice,
Faites en sorte... Parce que le message qui Non, passe mais c'est aujourd'hui, c'est très quoi? important, mais parce que c'est très dangereux ce que nous sommes en train de faire. C'est très dangereux. C'est-à-dire que la politique, si vous voulez la faire, vous devez être pour. En fait, c'est ça que vous comprenez. Il y a la justice. Renforçons les institutions. Passons devant la loi. Nous allons tout simplement demander des comptes à travers la loi, à travers les juridictions. On va renforcer les institutions pour faire respecter la loi. Mais nous ne pouvons pas exclure des citoyens. Moi, je parle du principe. Maintenant que nous puissions dire que des gens sont en train de faire ceci, pas de ceci. Faisons des lois nous permettant aujourd'hui d'enlever cet amalgame, d'enlever ces suspicions une fois pour toutes. Mais tirons sur des personnes... Ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout bon pour le débat public et n'est pas du tout pour le Maroc. Non, vous dévoilez ce qui a été... Non, attendez, s'il vous plaît, que je parle. Laissez-le finir, s'il vous plaît. Parce qu'aujourd'hui, exemple, Monsieur X, exemple, Madame Y. C'est bien, les suspicions sont là. Il y a des citoyens qui sont en train de nous entendre. Est-ce que nous sommes conscients de ce que nous sommes en train de faire? Absolument. Aujourd'hui, là, parce qu'aujourd'hui, lorsque nous parlons de boycott, c'est très bien le boycott. En tant que vraiment, comment dirais-je, comportement, je vais y arriver. Oui. Je vais y arriver. En tant que comportement civique qui tend à exprimer un mécontentement, oui, cher monsieur, oui, nous le soutenons. Mais lorsque nous disons boycotter monsieur, boycotter madame, boycotter pour faire mal à ce monsieur et à cette dame, ce n'est pas du tout normal. Ce n'est pas de la stigmatisation. La stigmatisation et l'incrimination. Alors, on est en train d'incriminer des personnes. Ça, c'est très dangereux. Qu'on a pointé du doigt telle personne ou telle autre personne parce qu'elle a une position de domination, si vous voulez, sur le marché. Et que, bon, il y a quand même des suspicions par rapport à un certain fait qu'a expliqué Mohamed Ben Moussa. Je vais y arriver. Lorsque je pars, moi, dans GMS, j'avais déjà ma liberté pour choisir le produit et exercer mon boycott. Lorsque je prends ma voiture, alors je sais très très bien que j'ai le choix. On ne me pousse pas pour partir X fois. Alors, lorsque nous tablons et nous misons sur, en quelque sorte, le boycott d'une marque pour faire baisser les prix des marchés, le résultat est là. Est-ce que les prix ont baissé? Non. Nous sommes devant des phénomènes sociétaux. Nous sommes en train un petit peu de pointer quiconque du doigt, dire ceci, dire cela. Moi, je suis en train de dire très simple. S'il vous plaît, renforçons les institutions. Renforçons la position intérieure. Renforçons le clan intérieur au Maroc et essayons bien sûr de renforcer les institutions, la justice. Si j'ai un problème, je vais agir sur les lois. Si j'ai un problème avec quelqu'un, je vais amener des preuves matérielles et réfutables. Il y a une justice dans ce pays-là. Quand même. Ça, d'un côté. Revenons à la Samir. Non, mais il a je suis désolé. Depuis tout à l'heure, il est fou. Chacun a exprimé son point de vue. Il est de mon droit aussi de dire ce que je pense personnellement, ce que je crois. Conclusion, les institutions et la gouvernance. Maintenant, pour la Samir, la réponse est oui. Il y a quelques jours, avec Sibne Moussa, nous étions conviés au Parlement, bien sûr, à une table ronde. Et effectivement, c'est tout à fait normal. Si aujourd'hui le stockage coûte cher, ou devrait coûter un peu plus cher, c'est que le fait d'avoir une raffinerie, c'est une question de principe, c'est une question de calcul. Nous avons une plateforme de raffinage qui devrait coûter moins cher. Pour une raison très simple, parce que nous maîtrisons la chaîne de création de valeur et la chaîne de production chez nous au Maroc. Donc nous allons bien sûr réduire les coûts et pouvoir alimenter le marché dans un contexte de libéralisation. Dans un contexte de libéralisation des marchés. C'est là où on va en profiter, parce que c'est là où on va faire jouer la concurrence. Effectivement, je suis le premier personnellement, et plutôt l'organisme et l'organisation politique que je représente, nous sommes là pour que nous puissions. Sauf qu'il y a un problème de procédure judiciaire. Ça, c'est la grande question qui se pose aujourd'hui. Nous n'allons pas agir sur la Samir alors qu'il y a une procédure judiciaire qui est en cours, sauf si l'État décide d'intervenir. Et est-ce que l'État aujourd'hui est capable d'intervenir ou pas? C'est un débat. Est-ce que nous allons revenir à des politiques de nationalisation? Est-ce que l'État il a les moyens pour payer l'endettement de la Samir ou renoncer à son endettement? Est-ce que ceci est un bon point pour l'image de marque du Maroc en tant que pays qui favorise ou qui est plutôt, sachant que M. Lahamoudi aujourd'hui, il nous attend au tournant parce qu'il y a déjà, je crois qu'il y a quelque chose... plutôt une plainte ou quelque chose au niveau international, au niveau du tribunal arbitrage on sait où, qui taxe le CIRDI. Le CIRDI, bien sûr, qu'il est en train de demander à l'État marocain d'être indemnisé parce que le Maroc n'a pas appliqué la convention de protection d'investissement entre le Maroc et les Suède du moment que Coral Holding, ou Coral, c'est une société de droit suédois. Aujourd'hui, je le dis très simple, s'il y a une combinaison, une idée pour que nous puissions sauver la Samir et bien sûr revenir à une industrie de raffinage qui n'a malheureusement même pas eu le temps de faire ses preuves dans un contexte de libéralisation.
Je le dis, je le redis, dans un contexte de libéralisation du marché. Profitons de cette libéralisation. Parce que moi, j'aimerais bien que je puisse mettre à l'épreuve cette libéralisation du marché en essayant de jouer, d'agir sur la stratégie. La libéralisation n'est pas faite pour les stockeurs ou le stockage. Elle est faite pour toute la filière. Très bien. Donc, repensons toute la filière en donnant, bien sûr la chance à l'SMR. Alors, vous voulez réagir, Omar Balafrel, mais juste après, je voudrais quand même qu'on revienne à la problématique de la Samir et de réactiver cette plaisir. usine. C'est un autre sujet. Non, mais il est lié. Hein. Il est pas si lié que ça. Il est lié sur les problématiques de vision politique, oui, mais on a un sujet très simple. Moi, j'ai estimé à 17 milliards de dirhams qui ont été gagnés de manière non éthique. Les chiffres, je suis prêt à en discuter. Et c'est pas pour rien que j'ai fait une recommandation de faire une commission d'enquête parlementaire pour accueillir les présidents des groupes pétroliers, discuter avec eux et savoir comment ils ont fait exploser leurs marges et pour trouver un terrain d'entente. On vous a répondu? Mais ils n'ont même pas voulu en discuter, voter, parce que les gens sont bien contents de dire des choses dans les médias, tous les partis politiques, et je répète, les grands partis. Mais quand il vient pour le vote, là c'est d'autres intérêts qui restent. Voter, est-ce qu'on met en place une commission d'enquête? Voter, est-ce qu'on fait une loi rectificative des finances? Là, les gens ils préfèrent ne pas se positionner. Parce que c'est là où les Marocains nous attendent. Sur la question essentielle, moi j'accuse personne comme ça. On a quelque chose, on n'est pas chez Oui. On a 3 ministres importants. Mais non, il faut dire les choses. Parce que je vais vous le dire, en tout respect, je vais parler moi, 3 ministres qui sont des grandes familles pétrolières. Ces gens-là auraient au minimum dû alerter le gouvernement. C'est ça l'éthique. La loi sur les conflits d'intérêts. Il y a des choses sur les conflits d'intérêts. Moi-même, je prends mon cas personnel. Lorsque je suis monté au Parlement, j'ai dû démissionner de ma fonction de technopare parce que l'État était actionnaire à 35%. Pourquoi on ne fait pas une loi qui dit il n'y a aucun problème. Un chef d'entreprise, il peut, bien sûr, il a des compétences. Il crée un trust. Il n'a plus d'intérêt direct dans son entreprise pendant la durée de son mandat. Après, il revient. Nous, on a tout l'inverse. Je ne parle même pas des ministres, des parlementaires. Vous avez des parlementaires qui sont à 99% dans leur business quand ils viennent au Parlement. C'est pour défendre cet intérêt. Soit agriculteurs, soit dans l'immobilier, soit dans les mines. On a ça. Donc l'histoire que les lois doivent s'appliquer, qui va faire les lois aujourd'hui ? Qui va faire les lois? C'est ces gens-là, vous leur demandez, eux, de faire des lois qui sont contre leurs intérêts particuliers, qui sont la raison pour laquelle, des fois, ils ont dépensé jusqu'à 10 millions de dirhams pour être élus. Donc, soyons raisonnables. Mais vous n'avez pas l'impression que finalement, c'est aussi la responsabilité des Marocains, parce que ce sont les Marocains qui ont voté pour ces gens. Là-dessus, vous me servez sur un plateau ce que j'allais dire, parce qu'on a eu 6 millions de votants sur 25 millions de votants. Il faut que les Marocains prennent leurs responsabilités le jour du vote, et votent en âme et conscience. Les gens qui boycottent les élections ont une responsabilité. Moi, à mon sens, ils ont une responsabilité. On ne peut pas dire, on a la représentativité, la représentation qui ressemble à ces 6 millions. Mais il y a 20 millions de Marocains qui probablement font partie des gens qui en ont marre de la situation, qui crient leur colère aujourd'hui. Ils crient leur colère. Ils l'ont crié dans le Rif, à Jrada, dans la Zagora, partout. Beaucoup sont en prison aujourd'hui. Beaucoup sont en prison. Et même le boycott, il faut le mettre dans cette lignée-là. C'est une réaction en se disant, manifester dans la rue aujourd'hui, même de manière pacifique, on risque d'aller en prison. Donc, trouvons une autre manière de manifester. Et le boycott est venu comme ça. Bien. Mais c'est essentiel parce que, alors, et je termine là-dessus, aujourd'hui, il faudrait réfléchir à la sortie de crise. Et c'est intéressant que vous ayez... Moi, je pense que ce sujet des hydrocarbures est une aubaine, une opportunité aujourd'hui pour sortir par le haut de la crise marocaine, pour enfin débattre du contrat social marocain. Qu'est-ce qu'on fait, les Marocains, pour sortir de la crise ambiante qui fait que le pays, les plans qui ont été lancés depuis 15 ans, pour certains depuis depuis 15 ans, n'ont pas porté leurs fruits. On a un taux d'emploi. Là, je termine à 40, s'il vous plaît. Laissez-moi juste aller jusqu'au bout de cette idée. 42% de taux d'emploi, alors que la crise, au pire moment de la crise en Grèce, il était à 48%. On est en crise emploi. Les gens ne croient plus en rien. Les jeunes Marocains ne croient plus en rien. Vous voulez leur recréer de la confiance avec quoi? Ils ont trouvé, c'est la première fois peut-être de l'histoire du Maroc indépendant, qu'une partie des citoyens marocains, peut-être la majorité, sentent qu'ils ont une victoire sur les puissants à travers le boycott. C'est la première fois. C'est la première fois. Donc c'est ça le phénomène du boycott. Aujourd'hui, pour sortir par le haut, moi je dis les hydrocarbures, et je l'ai dit en toute honnêteté, en toute transparence au Parlement, avec M. Arnouch en face de moi. Je lui ai dit, M. Arnouch, vous, en tant que ministre important, président de parti et grand chef d'entreprise, une partie de la solution de la sortie de crise est entre vos mains pour recréer de la confiance. La proposition de loi rectificative des finances pour récupérer tout ou partie de l'argent gagné de manière non éthique, moi j'aimerais qu'elle soit soutenue par le groupe RNI. Et je vais rajouter un truc à titre personnel. Moi, il y a encore 4 ans, je vous assure que je ne mettais de l'essence que chez FLR. Moi, Omar.
parce que je considérais, il n'y a pas de raison. C'est un groupe marocain, je préfère un groupe marocain à Total ou Shell, pour citer les marques, qui sont des groupes internationaux. Je veux encourager un groupe marocain. Et j'aimerais un jour, moi, réfléchir comme ça, aller chez Efraïa. Mais pour ça, il faut un effort. Et le président du RNI peut à une partie de la sortie de crise pour recréer de la confiance dans les institutions. Mais on a besoin de ça. Il peut vous dire que moi maintenant je me consacre exclusivement à l'agriculture et au gouvernement. Mais on n'est pas des naïfs, mais on n'est pas des naïfs. Attendez, ça va. Non. La situation est assez grave. La situation, on n'est pas dans une situation au Maroc où rien ne se passe. Le boycott, moi, je prends la mesure. Et je suis pas mal ce qui se passe sur les réseaux sociaux où vous avez de la défiance à l'égard de tout le monde. Et personne n'est épargné. Nous, on n'est pas épargné. On a beau être dans l'opposition, prôner l'éthique, on n'est pas épargné. On se fait insulter. Moi, je me fais insulter régulièrement. Très bien. En disant, toi aussi, tu es comme les autres, toi aussi, tu veux profiter, toi aussi, tu veux faire ça. Donc, cette situation, il faut en sortir par le haut. Une dernière question par rapport justement à ce volet avant de le clore et passer à la Samir. Mais vous avez posé la question sur la Samir. Non, mais juste si par exemple, en 2021, les Marocains ramenaient au niveau ou votaient au niveau du Parlement pour les mêmes, est-ce que vous démissionnez? Non. Est-ce que, par exemple, vous allez vous dire, ça sert à rien, finalement, on vote toujours pour les mêmes, c'est son... pourquoi vous démissionnez? Moi, je me sens utile dans l'opposition. Je considère pas que ma vocation première, c'est je suis parlementaire. Le Parlement, c'est de représenter le peuple, aborder des sujets, sortir des sujets importants. Vous envoie le signal inverse de ce que vous portez comme combat. S'il nous élit, mais si le peuple nous élit, ça veut dire qu'il nous a fait confiance, qu'il veut qu'on les représente. Mais pour vous, la majorité ne sont pas vous pensez que c'est quoi pour vous le concept de démocratie? C'est juste, on vote uniquement pour un gouvernement. On vote pas pour un gouvernement. C'est pas une élection présidentielle au Maroc. On a une élection de représentants. Donc c'est très important. Et l'opposition aujourd'hui a un vrai rôle à jouer, et je pense qu'on essaie de le jouer pour dire on n'est pas tous pareils, on cherche pas des postes, vous comprendrez quoi si le peuple reconduit les mêmes au niveau du Parlement? Le peuple peut-être votera pas pour nous. Peut-être qu'il votera même pas pour nous, peut-être qu'on n'aura aucun député en 2021. Mais c'est l'intérêt du pays. Je parle pas de vous, je vous dis qu'est-ce que vous allez comprendre si le peuple... je vous assure, moi je pense Quel est le message que vous allez comprendre? On est à un moment charnière. On est à un moment charnière. Moi j'ai peur pour mon pays. Et je pense qu'on peut sortir par le haut aujourd'hui. Si les acteurs politiques dans leur ensemble prennent conscience de la gravité de la situation, oui, on peut sortir par le haut. Il y a un contrat social à discuter. S'il n'y a pas ça, on risque le pire. Sincèrement, on risque le pire. Alors sur la Samir, parce que vous avez posé la question, moi je pense que la Samir... Vous avez dit qu'il n'y a pas de lien pour vous. Non, mais il n'y a pas de lien. C'est une autre question. On ne va pas revenir sur l'historique de la Samir où il y a un manque de vision politique. Mais aujourd'hui, la question de la Samir est principalement une question de sécurité énergétique pour le pays, plus qu'une question financière. C'est une réalité. Là-dessus, je suis même en désaccord avec mes amis de la CDT. Je leur dis, c'est possible que ça joue un rôle, mais c'est pas le rôle principal, parce que pour une raison simple, économique, il y a des gens plus compétents que moi sur cette table, c'est qu'il y a un surplus de produits raffinés en Europe, en Italie, en Espagne, en France, qui fait qu'ils tirent un peu vers le bas les tarifs des produits raffinés. Mais la Samir, donc ce qui fait que les produits raffinés ne sont pas nécessairement plus chers. Donc c'est pas nécessairement avec une raffinerie qu'on tirerait les prix vers le bas. Par contre, un grand pays, et le Maroc a vocation à être un grand pays, on a vocation à réfléchir à notre sécurité énergétique, en cas de guerre ou quoi que ce soit, qu'on ait notre sécurité énergétique. Donc c'est ça la dimension, avec aussi une stratégie industrielle. Saladin Abira, enseignant-chercheur sur la Samir aujourd'hui, est-ce que les deux problèmes sont différents ou est-ce que pour vous, il y a quand même des points de concordance qui expliquent la situation? Et si on réactivait la Samir, est-ce que le prix à la pompe va baisser comme le soutiennent en tout cas certaines centrales syndicales, notamment la CDT, comme cité par Maba Lafrège? En fait, le fait de réactiver la Samir, peut-être pour répondre à cette problématique de sécurité donc énergétique et de rôle stratégique, mais s'agissant des prix, ils peuvent aussi s'aligner si c'est un acteur privé, donc il empêcherait de ne pas profiter de la même aubaine, parce que là aussi, donc on est en train de parler tout à l'heure, on dit que le capital est amoral, donc il pourrait facilement s'aligner. Maintenant aussi, donc, et pour avoir posé certaines questions, aujourd'hui, il n'y a pas de repreneur solvable. Tous les dossiers qui ont été présentés, l'État à moins de nationaliser, mais bon, après l'État est sorti du secteur justement pour encourager la libéralité, donc et la libéralisation des prix. S'ils reviennent, quelque part c'est un retour en arrière. Maintenant peut-être aussi donc et même s'il y a un acteur qui voudrait revenir, après la question se posera sur le plafonnement, peut-être installer des quotas d'importation, parce qu'aujourd'hui justement les produits raffinés au niveau international sont plus intéressants et le comportement, et c'est ça ce que je voulais donc tout à l'heure pour répondre à ce qu'a dit Mehdi, le comportement
en fait du capital marocain aujourd'hui, c'est d'aller rapidement vers le gain et le gain facile, le gain immédiat. Il n'y a pas de projection vers l'avenir, il n'y a pas de vision quelque part même par rapport à un marché. Donc, et ça vient d'où? Parce qu'on n'a pas fait de renouvellement. Il n'y a pas de renouvellement de génération de capital marocain. Le capital qu'on a aujourd'hui, c'est des familles qui ont profité de la marocanisation, de la privatisation. C'est pas de leur faute. Non, mais justement, peut-être que moi-même, si j'étais à leur place, j'aurais peut-être les mêmes attitudes. Mais non, on est en train de parler de rôle de l'État. Le rôle de l'État qui a une vision, qui veut s'orienter vers l'avenir, qui veut créer une nouvelle économie, qui veut positionner le Maroc sur d'autres activités plus génératrices de revenus, de plus-value, d'emploi. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas ce rôle-là. Parce que c'est vrai qu'on voudrait renforcer les institutions, mais qui va faire ce travail? Parce que justement, le code électoral aujourd'hui permettrait aux mêmes gens d'être réélus encore et encore et encore. Et là aussi, il n'y a pas que les citoyens, il y a la responsabilité de l'État. Quand on fait le vote le vendredi... Excusez-moi, quand Sa Majesté le Roi appelle à un nouveau modèle de développement pour le pays, est-ce que par exemple vous êtes pour réviser le mode d'élection pour justement qu'on ait... Est-ce que ça serait peut-être un point... Il n'y a pas que ça. Ce qu'il faudrait, c'est permettre à d'autres générations qui sont habituées à la compétition. Il y a plein de jeunes, il y a plein d'entrepreneurs qui, eux, sont prêts à gagner des 5, 10 et 15%. Là, vous avez des familles qui sont habituées à gagner grâce, et je continue, j'ai dit la libéralisation, la marocanisation, la privatisation, la bulle immobilière. Toutes ces familles-là ont profité énormément de cette bulle immobilière. C'est pas dangereux de dire ça. Non, mais le danger, il est où? C'est quand on est habitué à gagner de grosses marges. Après, on a du mal. Et on l'a vu d'ailleurs même, certaines qui étaient dans certains secteurs industriels, quand ils ont vu la concurrence arriver aujourd'hui, ça les a pas intéressés de se battre avec les Chinois, avec les Turcs pour gagner quelques miettes. Là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rapidement abandonné leur outil pour s'orienter vers l'importation. C'est ça le vrai problème. Aujourd'hui, notre gouvernement, on n'a pas l'impression qu'il va plus loin et qu'il a envie de réorienter le curseur ailleurs. Aujourd'hui, il faudrait faire ça parce que si on continue comme ça, le taux d'emploi va encore chuter, le taux de chômage va s'accélérer, sachant que ce taux de chômage il est artificiellement maintenu au niveau qu'il est aujourd'hui. Donc c'est ça le débat, le vrai débat. Et on ne peut faire ça sans renouvellement vraiment démocratique, parce qu'aujourd'hui par le biais de ce renouvellement démocratique qui verrait ces nouveaux jeunes. Le code électoral déjà. Le code électoral, le Parlement ne veut pas le changer parce que les parlementaires bénéficient de ce code. Il faut une participation massive. C'est ça ce qu'il faut dire. Normal. Moi je prends le cas exemple sur moi, par exemple, dans le vote de. Mais c'est pas monter une partie de la population contre une autre. Lorsque vous dites ça, vous avez l'impression d'être très. Non, je monte personne contre personne, parce que là aujourd'hui on est à une étape charnière, c'est-à-dire qu'il y a une population qui a exprimé certaines envies. Alors, on le voit aujourd'hui, même la classe moyenne est de plus en plus aussi concernée. On voit plein de groupes qui se créent, par exemple, par rapport à la problématique d'éducation. C'est-à-dire qu'il y a une population qui a exprimé certaines envies. Alors, on le voit aujourd'hui, même la classe moyenne est de plus en plus aussi concernée. On voit plein de groupes qui se créent, par exemple, par rapport à la problématique d'éducation. Est-ce que vous trouvez aujourd'hui normal, si on veut donner une bonne éducation à nos enfants, on est obligé de dépenser 40% de nos revenus? C'est pas normal. Et le haut, l'État, on voit pas de vision, à moins de lancer des chantiers qui ne se terminent pas de renouvellement, là, on élargit un petit peu. Non, mais le problème, il est le même. Aujourd'hui, c'est ce gouvernement de qui on attend une vision stratégique, on la voit pas aujourd'hui. On a parlé justement de réforme de modèle économique, mais on voit rien. Sur le plan concret, sur le plan des financements justement de la nouvelle économie, des startups. Moi je le dis, donc peut-être que... Ouais, mais on est en train de partir sur d'autres sujets. Mais on part sur rien, parce que c'est ça le problème. Si vous voulez régler la problématique justement de cette situation de rente, et qui n'est pas seulement, encore une fois, je le répète, sur le secteur des hydrocarbures, vous êtes obligé de répondre à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? C'est la vision économique du gouvernement, et aussi cette représentativité démocratique qui nous permettra justement de pousser ce gouvernement-là à avoir cette vision. Je voudrais qu'on revienne à la Samir. Mohamed Ben Moussa, les deux problèmes, nous dit Amal Balafrèche, ne sont pas forcément très connectés. Est-ce que vous êtes du même avis? Et aujourd'hui, concrètement, en l'absence de personnes identifiées clairement par rapport à leur responsabilité éventuellement dans le problème de la Samir, est-ce que vous n'avez pas l'impression que quelle que soit la proposition ou les propositions sorties de crise, ça restera toujours un cutter sur une solution qui ne serait pas viable sur la durée? Mohamed Ben Moussa, économiste. Absolument pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais d'abord, je suis obligé de réagir à une objection qui a été présentée tout à l'heure. Je voudrais le dire de la façon la plus claire possible. Je ne stigmatise pas les personnes. Par contre, je pose des questions de principe. Et j'illustre les failles au niveau de notre pratique politique, au niveau de notre gouvernance politique, pour que les citoyens comprennent bien de quoi nous parlons. Et illustrer passe par désigner des ministères, des responsables politiques. Quand on est un responsable politique, quand on est un ministre, on accepte et on s'expose à les critiques pourvu qu'elles soient étayées par des faits, par des arguments. Et enfin, moi ce que je veux dire, c'est que dans cette histoire du secteur des hydrocarbures,
eh bien, nous avons un premier exercice éclatant de la capacité de destruction de valeur de l'économie de la rente. Vous savez que le souverain a rappelé à 3 reprises, en un seul exercice, à 3 reprises, la nécessité de transformer le modèle de développement économique en luttant et en déconstruisant les situations d'économie de la rente. Voici une situation d'économie de la rente. C'est un exercice d'application. Et les Marocains nous regardent. Et chacun a son rôle. Les gouvernements, les députés, la société civile, les intellectuels, les universitaires et les financiers. Et c'est notre rôle que de dénoncer cette situation et de proposer des solutions. Et c'est ces solutions que nous proposons quand on dit qu'il faut faire fonctionner les institutions. Ça passe notamment par modifier la loi, réglementer les situations de conflit d'intérêts et changer les responsables quand ils n'assument pas leurs responsabilités. Deuxième point pour la Samir. Je rappelle que la première fois, pour créer le lien direct entre ces deux affaires, la première fois que les distributeurs pétroliers ont commencé à investir massivement dans des capacités de stockage et à encaisser cette fameuse marge de constitution de stock, c'était à la fin de l'année 2002 lorsque nous avons eu des pluies diluviennes à Mohammedia qui ont créé des inondations, un incendie dans la raffinerie de la Samir, et le raffinage s'est arrêté plusieurs mois au Maroc. Et le gouvernement a dû réagir en catastrophe en disant aux distributeurs, 1, nous vous autorisons à constituer, à investir dans les capacités de stockage, et 2, nous définissons avec vous un programme de réduction des droits de douane pour que vous puissiez investir. Vous voyez bien qu'il y a un lien entre les deux affaires. C'est pas le seul lien. Tout à l'heure, je disais dans mon propos liminaire qu'il y avait des liens aussi au niveau des personnes, au niveau des intervenants, au niveau des défaillances, au niveau des erreurs, au niveau des fautes et au niveau des compromissions. Maintenant, c'est quoi l'industrie de raffinage? Je constate que vous avez une multitude, je dis bien une multitude de pays qui ont décidé de conserver et de maintenir dans leur pays une industrie de raffinage pétrolier puissante, qu'ils soient ou non producteurs de pétrole brut. Tout à fait, c'est vrai. Parce que c'est un instrument d'indépendance énergétique du pays, c'est un instrument de défense du pouvoir d'achat des citoyens, parce que vous n'êtes pas exposé de la même manière aux fluctuations du Brent et du pétrole WTI, comme vous l'êtes aux fluctuations du produit raffiné. Dans le deuxième cas, vous êtes plus fragile, plus faible, et vous recevez les contre-coups de façon plus frontale et plus brutale. Et troisièmement, ces pays ont décidé de développer une politique énergétique, construite sur 2 jambes. À la fois les énergies traditionnelles dites fossiles, carbonées, le pétrole, mais aussi les énergies renouvelables. Parce que j'entends certains responsables nous dire « Oui, mais nous, l'industrie du raffinage pétrolier, c'est du passé, c'est old fashion. Nous, on fait de l'énergie solaire, de l'énergie éolienne, de l'énergie hydraulique. » C'est parfait, c'est excellent. D'ailleurs, il y a un plan stratégique sur lequel le gouvernement et les différents opérateurs se sont engagés vis-à-vis des citoyens, de leurs représentants et de Sa Majesté le Roi, avec l'objectif d'avoir 30 et 40% de notre production d'électricité issue des énergies renouvelables à l'échéance 2030 et 2040. Tout ça est excellent. Mais en même temps, nous devons consolider notre politique énergétique traditionnelle. Or, ce que nous avons constaté, c'est que nos gouvernants post-indépendance, qui eux étaient visionnaires, étaient stratèges, qui ont construit dès le lendemain de l'indépendance, en 59, avec l'Office italien des hydrocarbures, la Samir, et qui ont construit une industrie énergétique qui a fonctionné merveilleusement bien pendant plusieurs décennies, malheureusement, jusqu'à la privatisation pratiquement. Au moment de la privatisation, en 97, nous avons pris notre unique raffinerie, notre petit joyau industriel, et nous l'avons confié à l'époque à un vulgaire petit groupe privé saoudien inconnu de tous. Bon, qui a détruit un groupe saoudien. Citer le gouvernement, je le dis volontairement. Qui a pris les décisions, je le dis volontairement parce que ce groupe saoudien, c'est le groupe sans insulte, s'il vous plaît. Non, je n'insulte personne. Non, mais quand vous dites un vulgaire groupe saoudien, franchement. C'est une vulgaire Semhedi dans la langue de Molière n'est pas une insulte. Voilà. Bon. C'est un diminutif. C'est une caractéristique qui diminue l'importance de l'entité. Ce n'est pas une insulte. Dans la langue de Molière, j'entends bien. Cite le gouvernement. Citez le gouvernement. C'est le groupe Moudi, le gouvernement qui à l'époque était un petit groupe inconnu de tous en 97,
qui aujourd'hui, effectivement, et ensuite il a grandi, c'est devenu le deuxième groupe privé saoudien, 40e fortune mondiale dans les années 2008-2009, aujourd'hui à peu près 200e fortune, lequel Cheikh Hamoudi aujourd'hui il est sous les verrous, je vous le rappelle, depuis octobre ou novembre 2017 dans le cadre de la campagne. Bien, donc voilà, on a confié ce joyau à ce groupe qui ensuite a détruit l'entreprise. Je ne vais pas revenir sur ce dossier. Des fautes de gestion, des erreurs de stratégie, des malversations, distribution de dividendes fictifs, abus de biens sociaux. Vous avez eu un ministre qui est devenu ensuite directeur général. Et on a des preuves de cela, bien sûr. Comment ? Vous avez des preuves de cela. Mais c'est de l'autorité publique. Pour vous, c'est bon. Non, donc on pouvait dire ça à l'antenne. Non, quand je dis ça, on peut dire ça à l'antenne. Je me réfère d'une part à un certain nombre de documents de publication qui ont émané de journalistes marocains d'investigation qui ont produit des documents. Je me réfère au rapport de Transparency Maroc. Je me réfère surtout aux attendus du jugement du tribunal de commerce de Casablanca en première instance et en appel, qui a constaté ce que je viens de dire et qui a mis en évidence la responsabilité à la fois des gestionnaires, de l'actionnaire, des gestionnaires et des administrateurs minoritaires, et qui a décidé d'élargir la poursuite en responsabilité non seulement à l'MOD, au DG Bahamar, mais aussi aux administrateurs minoritaires pour avoir approuvé des comptes, ratifié des décisions de gestion, donné des quitus de gestion. Donc vous voyez bien qu'il y a, qu'il y a un lien direct entre ces deux affaires. Je vais quand même répondre à ces... Citer le gouvernement Abdullah Ibrahim et Abdrahim Bouhabid, qui était ministre d'économie, qui est l'architecte de la Samir 59. Vous savez comme quoi il y avait des visionnaires à l'époque. Mais les Marocains, ils ont la mémoire. Non, tout le monde, je pense que la nouvelle génération oublie qu'on a eu des hommes politiques avec des visions. C'est vrai que c'est ce gouvernement, avec aussi des ministres de l'Istiqlal, je le rappelle au passage, qui est ma famille politique, qui ont participé à la construction d'une industrie marocaine. Donc, et rendons à César ce qui appartient à César. C'est Abdrahim Bouhabid, grand homme politique marocain, c'est très intéressant parce que c'est au lendemain de l'indépendance, c'est pour créer de l'espoir chez les Marocains. Parce qu'on n'a pas de tout temps eu malheureusement beaucoup d'hommes politiques qui n'étaient pas au niveau. On a eu dans une grande partie de notre histoire où des gens qui mettaient l'État et l'intérêt de l'État au-dessus de tout. Très bien. Bien sûr, beaucoup de respect pour Moussa, mais pas que lui, bien sûr, il y a d'autres hommes politiques. Beaucoup de respect pour Mohamed El Fassi et Mohamed Moussa, économiste. J'ai pas terminé ma réponse. Allez-y, finissez votre réponse et surtout dites-nous qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui en 2-3 points. Alors, pour le gouvernement actuel, pour sortir de cette crise surtout. Alors, ce que je constate, c'est que durant une procédure judiciaire qui a duré 24 mois, il semblerait que le liquidateur judiciaire ait reçu une vingtaine d'intérêts ou d'offres de reprise de la Samir. Aucune n'a abouti. Moi, je m'interroge. Pourquoi elles n'ont pas abouti ? Qu'est-ce qui s'est passé dans ce dossier ? Est-ce que le dossier a été traité uniquement au niveau de l'organe judiciaire ou est-ce qu'il y a eu une interférence politique ? Donc je pose la question. Je n'ai pas les éléments de réponse, je pose la question et on revient au débat initial, l'interférence entre le monde des affaires et de la politique. Le jour où on mettra cette muraille de Chine, on se posera plus ce genre de questions. Ou on renforcera éventuellement nos institutions. Qu'est-ce qu'il faut faire ? De contrôle. Moi, je pense qu'il faut sauver la Samir. Il faut sauver la Samir, j'allais dire pas pour les beaux yeux de la Samir et des actionnaires. Même si la procédure est en cours, on peut le faire aujourd'hui selon vous. D'accord. Oui. Nationaliser, ce ne serait pas un retour en arrière. C'est pas une nationalisation, c'est schématique ce que vous dites à Semedi. Il y a un montage à faire entre d'une part l'État. Je rappelle qu'au moment de la privatisation, l'État devait conserver 40% du capital. C'est une des fautes de l'État. C'est que dans la privatisation, dans le schéma de transfert, il devait céder 60%, une partie à la bourse, une partie à un repreneur industriel, et conserver entre 35 et 40% du capital. Il a tout cédé, c'était une erreur. Ce fut une erreur industrielle majeure. Donc l'État doit reprendre la Samir dans un pool où il y aurait d'une part l'État, d'autre part un major industriel, un des 6 ou 7 plus grands raffineurs mondiaux, ils sont connus, ils peuvent proposer une opération de reprise. Et enfin, avec la participation d'un tour de table constitué un des distributeurs pétroliers marocains et deux des institutionnels et des banques. Et les distributeurs qui ne veulent pas s'engager dans cette politique industrielle de l'État, qui ne veulent pas contribuer à la reprise de la Samir, de mon point de vue, l'État doit en tirer les conséquences vis-à-vis de ses distributeurs, notamment en termes d'attribution de
aux marchés publics. Très bien. Amine Diouri, responsable communication études Info Risque, pour le mot de la fin et surtout pour 2 ou 3 propositions concrètes aujourd'hui pour sortir de cette crise des hydrocarbures. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Alors, moi, je dirais 2 choses. Le premier, c'est qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de choses qui ont été dites. Aujourd'hui, les secteurs qui concentrent le plus le boycott, c'est pas nécessairement, c'est pas le secteur pétrolier, c'est plutôt justement ce qui est lié à l'agroalimentaire. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il y a un problème de confiance. On en a parlé tout au long de la discussion. Si on veut régler ce problème de confiance entre le consommateur et le politique, il faut nécessairement passer par un organisme indépendant de contrôle qui soit indépendant du politique et qui soit capable de donner des instructions, qui soit capable de donner des constatations claires et qui soit acceptées par tout le monde. À ce moment-là, la confiance sera rétablie et ce boycott pourra s'arrêter. Mehdi Fakher, membre du cercle des économistes du PAM, pour le mot de la fin et sur les 2-3 propositions aujourd'hui pour sortir de la crise actuelle du secteur des hydrocarbures. Alors, moi j'aimerais bien rejoindre Sylvain Lapalèche lorsqu'il parle de moment charnière pour notre pays, une situation qui est préoccupante. Mais j'aimerais bien dire que la gestion par exception ne va pas résoudre les problèmes du Maroc. Nous n'allons pas sauver le Maroc par des gestes de la part de quiconque. Nous allons sauver le Maroc, nous allons vraiment soutenir notre pays à travers vraiment, je dirais, une adhésion de toutes les forces vives, sans exception, et à travers un patriotisme économique. Un patriotisme économique qui mettra le capital devant ses responsabilités vis-à-vis du pays, de la collectivité. Moi, les propositions, tout d'abord, le renforcement du rôle des institutions à travers un débat constructif qui va permettre de rendre la confiance des citoyens ont leur politique, ont leur élite. Parce qu'il faut aujourd'hui renforcer le rôle des institutions de médiation. Parce que la fracture entre la base en quelque sorte et l'élite, elle est malheureusement très préoccupante. Deuxièmement, les solutions ne passent pas par l'exécutif. Ce n'est pas un appareil exécutif qui va solutionner les problèmes. C'est un travail qui est collectif également et qui nécessitera, au-delà de l'institution parlementaire, également l'adhésion de toutes les forces vives, notamment les techniciens, les gens qui ont un savoir-faire. Si Ibn Moussa a parlé de la Samir, c'est un travail de technicien. C'est aux techniciens d'imaginer des solutions innovantes. Ce n'est pas uniquement une décision politique. Et la dernière chose, et je pense que c'est le plus important, c'est que le Maroc il est devant beaucoup de défis aujourd'hui. Ce n'est pas uniquement à travers vraiment un débat qui n'est pas du tout constructif, un débat qui est malheureusement malsain, que nous allons permettre à ce pays, à notre pays bien sûr, d'évoluer. Il faut absolument qu'on se mette à table et qu'aujourd'hui, pour solutionner les problèmes des hydrocarbures, il faut des assises nationales sur le secteur et sur la filière des hydrocarbures qui va permettre un petit peu de repenser le tout, pas agir uniquement sur la profitabilité. Ouais, les assises au Maroc, on en a eu des assises. Oui, mais attendez, c'est Mehdi, je vais vous dire une chose. Sur un sujet aussi brûlant et sensible, il faut un consensus national. Ouais. Ne me dites pas que parce que le gouvernement il va décider demain de plafonner les prix, qu'on va solutionner le problème des hydrocarbures une fois pour toutes. Donc il faut un consensus, un engagement politique, un engagement de toutes les parties prenantes, qu'on s'assoie avec les producteurs, qu'on s'assoie avec les distributeurs, qu'on s'assoie avec les techniciens, qu'on s'assoit avec les consommateurs. Et on trouve un petit peu une solution vraiment intéressante. Omar Balafrej, parlementaire de la FGD, 3 ou 4 points éventuellement pour sortir de la crise. À 2, je pourrais dire pour sortir de la crise de manière urgente parce qu'il y a crise. On a une opportunité, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, on a 17 milliards de dirhams que j'ai estimé, je suis prêt à discuter du montant et à voir si c'est un peu moins ou un peu plus peut-être, à récupérer. Parce que le peuple en a marre des choses où on nous dit on va faire, maintenant ça va s'améliorer. Il y a 17 milliards et on a besoin de ces 17 milliards dans un projet collectif pour le Maroc. Il existe, on a dans le Parlement, logiquement la semaine prochaine il va arriver au Parlement la loi cadre sur l'éducation, je l'ai parlé tout à l'heure. Quand vous estimez ce qu'a écrit le Conseil supérieur de l'enseignement où il y avait toutes les composantes de la vie politique marocaine qui ont contribué de manière très brillante, beaucoup de choses, qu'est-ce qu'il faut faire? La seule chose qu'ils n'ont pas fait, c'est qu'ils n'ont pas chiffré. Moi, je me suis j'ai pris le temps pour chiffrer. Je tombe à un besoin de 30 milliards de dirhams supplémentaires par an. Et donc la loi cadre va venir. Il y a la création d'un fonds pour le sauvetage de l'éducation marocaine. C'est l'opportunité. On a 17 milliards. On commence sur ce fonds, premièrement. Et c'est à même de créer une dynamique de confiance. Ensuite, on rentre dans le vrai débat, le débat de fond, qui peut prendre du temps, 3 à 6 mois, au Parlement. Parce que les parlementaires, c'est quelque chose, sur le contrat social. Alors maintenant, nous, ça fait longtemps qu'on dit contrat social. Le roi est venu, a dit nouveau modèle de développement.
Très bien, prenons cet emblème. Pourquoi le Parlement, depuis le discours du roi au Parlement, il n'y a pas eu une commission au Parlement qui a parlé du nouveau modèle de développement. Mais c'est urgent, il fallait le faire déjà depuis octobre, mais maintenant, ok, c'est trop tard, ils l'ont pas fait. Faisons-le maintenant. Un vrai débat de fond cet été sur c'est quoi le modèle de développement qu'on veut, comment on lutte contre les inégalités sociales, comment on fait pour libérer les énergies, pour que le petit entrepreneur, il ne sente pas que dès qu'il a envie de prendre une initiative, il y a la rente qui arrive derrière et qui le bloque. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et le débat politique sur la représentation, comment faire pour que 25 millions de Marocains se sentent concernés et votent, et qu'on n'ait pas que 6 millions de Marocains qui aillent voter. Mais des fois, très rapidement, vraiment, mais très rapidement, est-ce que vous êtes preneur au niveau du PAM de la proposition d'Omar Balafrej lorsqu'il dit qu'il faut taxer les sociétés d'hydrocarbures pour récupérer... C'est une taxe exceptionnelle, hein, pardon. C'est pas une taxe à vie, c'est une taxe juste pour récupérer cet argent, la loi le permet. Qui serait effectivement gagné ou qui aurait été gagné d'une manière immorale. Est-ce qu'au niveau du PAM, vous soutenez cette proposition? Écoutez, ces chiffres ont été arrêtés dans les exercices antérieurs. Ils ont déjà subi. Oui, mais bon, il y a des problématiques de droit. Oui. Moi, vous y êtes favorable ou pas? Moi, je préfère qu'on en parle en cherchant des solutions parce que c'est des chiffres qui ont déjà subi l'impôt. Il y a une problématique de droit. Oui, il y a une problématique de droit. Donc, il faut revoir la taxation future, pas la taxation. Non, mais pas oui, non. C'est une problématique technique à laquelle il faut qu'on s'assoie et qu'on en discute et on trouve des solutions. Salahdine Nabira, enseignant-chercheur, pour le mot de la fin et sur 2-3 propositions éventuellement pour sortir de la crise. Et que pensez-vous de la proposition d'Omar Balafrej, député FGD, contre à la taxe exceptionnelle, bien évidemment? Je soutiens évidemment. Vous êtes pour? Ouais, je suis. Est-ce que quand on nous dit par exemple au niveau du PAM, il faut s'asseoir, c'est compliqué, etc., est-ce que vous adhérez, vous comprenez le discours ou pas? En fait, chacun a sa vision des choses. Chacun les intérêts qu'elle défend. Moi, par exemple, pour moi, l'éducation est tellement importante que ça mériterait justement, surtout qu'on est tous là unanimes et d'accord que c'est de l'argent qui a été gagné de manière plus ou moins éthique, pour ne pas dire autre chose. Donc, il vaudrait mieux la récupérer. Maintenant, quand on parlait des 30 milliards, il y a aussi un autre chiffre qui m'a étonné l'année dernière, quand on a vu que les communes, par exemple, n'ont pas dépensé 30 milliards, qu'ils les ont rendus au budget de l'État, alors que ça permettrait justement de faire autre chose. Maintenant, je voulais poser une question d'abord. Dans les 30 opérateurs qui ont soumis donc une offre pour reprendre la SAMI, il y a 30, ça c'est des chiffres confirmés et on peut en discuter quand vous voudrez. Donc sur les 30, il n'y a aucun Marocain qui est manifesté sans l'intérêt. Très bien. Ça c'est un élément important. Très rapidement, c'est nous défendons tous les intérêts des Marocains, pas des intérêts chacun. La collectivité. Il faut la précision de taille. Laissez-le finir parce qu'on a débordé. Donc il n'y a aucun Marocain qui est manifesté donc sans l'intérêt et ça renvoie à ce que j'ai dit tout à l'heure sur que c'est plus donc ils sont sur un prisme de gagner de l'argent facilement au lieu d'investir. Alors maintenant, si on veut justement faire reprendre cette entreprise et la faire fonctionner, on ne peut pas faire ça sans plafonnement de quotas d'importation. Parce que quand on a ouvert les importations en 2002, ça a créé une situation qui, quel qu'il soit le repreneur, il ne pourra pas justement s'en sortir face à des importateurs. Voilà, face à des importateurs qui, eux, bénéficient justement des situations d'offres et de vente sur le marché. Après, une agence de réglementation, je prends exemple sur les télécoms. Les télécoms, pourquoi moi, un opérateur télécom, on était audité sur nos coûts, on était audité sur notre couverture de réseau, sur nos investissements qui ne sont pas des fois à caractère commercial, on nous obligeait à couvrir tout le Maroc. J'aimerais bien qu'on fasse la même chose sur ça. Mohamed Ben Moussa, économiste, je vais vous laisser faire votre mot de la fin, mais est-ce qu'au niveau de l'Istiqlal, vous souhaiteriez que l'on prenne la proposition et la question qui a été posée, la proposition d'Omar Balafrej, député donc de la FGD? Est-ce que vous êtes pour la taxe supplémentaire exceptionnelle des hydrocarbures pour les compagnies d'hydrocarbures? L'Istiqlal a proposé une loi de finances rectificative. L'essentiel, c'est de dire... La loi de finances rectificative est un outil, est un instrument, c'est pas une finalité. L'essentiel, c'est de dire ce qu'on met dedans. Moi, à titre personnel, je suis favorable à un prélèvement social, fiscal, environnemental sur 4 exercices. À hauteur de 50 centimes le litre de gasoil et 1 dirham le litre d'essence. Ça va représenter à peu près une manne financière de l'ordre de 4 à 4 milliards et demi de dirhams par an sur 4 exercices. 2019, 2020, 2021, 2022. Donc on récupère les 16. Voilà. Sauf que il faudra de la technicité fiscale parce que l'article 6 de la Constitution nous interdit les lois rétroactives, y compris fiscales. Mais il y a des techniques pour pouvoir prélever ça. Mais ce n'est pas la seule solution à ces médias. Il y a ce prélèvement fiscal,
il faut aussi introduire davantage de libéralisation et de concurrence dans la distribution pétrolière et ouvrir le secteur de la distribution à d'autres opérateurs, notamment des opérateurs indépendants et aux GMS, les grandes et moyennes surfaces. C'est un modèle qui est développé en Europe, qui introduit de la concurrence et qui fait réduire les prix, les prix du pétrole à la pompe. Et dernier point, je ne comprends pas pourquoi le gouvernement tarde à sortir cet arrêté d'homologation des prix pour fixer les plafonds. Mais les 15 secondes, est-ce que vous allez pouvoir le faire en 15 secondes Très rapidement. Moi j'adhère à ce que vient d'expliquer Sebne Moussa. Nous ne pouvons pas récupérer des taxes sur les 17, entre parenthèses, milliards qui ont été évoqués par Sebal Afrij et des problématiques de droit commun. Donc voilà pourquoi il faut s'asseoir, on en parle de la technicité fiscale et pour les bénéfices futurs. Très bien, nous avons largement débordé. Merci à nos invités pour leur participation dans Avec ou sans parure. Merci à Omar Balafrej, Parlement de la FGD, Salahdine Nabira, enseignant-chercheur, Mohamed Ben Moussa, économiste, Amine Diouri, responsable communication et études à Inforisque. Merci également à Mehdi Fakher, membre du cercle des économistes du PAM. Merci donc à nos invités. Tout de suite, place aux après-midi tentations.